Bonjour à tous, vous écoutez le 62e entretien Rivarolien, celui de janvier 2025, le mois de janvier rappelant à nous le mois du Saint-Nom de Jésus. Me voilà en présence de messieurs Jérôme Bourbon, pour commencer, directeur de Rivarol. Bonjour. Bonsoir Florian, bonsoir à tous. Et tous mes vœux pour la nouvelle année. Et du camarade également Vincent Renoir. Bonjour cher ami Renoir. Bonsoir Florian et bonsoir à toutes et à tous. Et tous mes vœux pour 2025 également. Tous nos vœux donc pour 2025 et nous allons donc traiter d'une petite série de sujets d'actualité en commençant par Jean-Marie Le Pen et notamment de suite à son décès, l'hommage, l'enterrement qui le concerne. Vous qui vous êtes rendus tous les deux d'ailleurs, pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Eh bien, sans grande surprise, quand on connaît les filles de Jean-Marie Le Pen en général et Marine Le Pen en particulier, je n'ai pas été plus surpris que cela d'avoir été refoulé par le DPS. Le DPS, c'est le service d'ordre du Front National, département protection sécurité, qui manifestement avait une liste nominative, une liste noire, une liste d'indésirables, dont je faisais partie, ainsi que Dieudonné, ainsi que Soral, même si Soral ne risquait pas de venir puisqu'il est en Suisse, Yvan Benedetti, président des nationalistes, Thomas Joly, président du Parti de la France, Henri de Lesquen, qui était très étonné d'avoir été refoulé lui aussi, président du Carrefour de l'Horloge. Et finalement, ce qui est très intéressant, c'est que des gens qui avaient maille à partir avec le Front National, avec son président, que ce soit Bruno Maigret au moment de la scission 98-99, que ce soit Karl Lang en 2009, ou d'autres personnalités encore, que ce soit Éric Zemmour, qui était un candidat concurrent de Marine Le Pen en 2022, eh bien eux n'ont eu aucune difficulté à entrer, y compris dans l'église. Nous, notre objectif, c'était pas de rentrer dans l'église, hein. On savait qu'il y avait 80 personnes, mais c'était simplement de franchir les grilles pour être sur le parvis, dans la cour de l'église du Val-de-Grâce. Ça n'a pas été possible, et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, si l'on regarde le point commun des personnes qui ont été refoulées, qui ont été jugées indésirables, qu'on le veuille ou non, je dis rien, c'est un fait, c'est toutes des personnes qui ont abordé la question juive, le lobby juif, qui sont considérées comme antisémites, hein, ou qui sont judéo-critiques. Voilà. Et donc, quand on me dit que c'est pas une question essentielle ou fondamentale, moi je constate que même aux obsèques de Jean-Marie Le Pen, eh bien, ça éclate, je veux dire, ça ferait là, puisque la sélection, elle se fait là-dessus. L'épuration, l'éjection, se fait là-dessus. Donc là encore, que chacun en tire ou non les conséquences. Mais je dois dire que, en plus de cela, tant pour la messe de funérailles à la Trinité-sur-Mer, église où Jean-Marie Le Pen avait été baptisé enfant de chœur, ou pour cet hommage au Val-de-Grâce, à chaque fois c'était la nouvelle messe, hein, quand même. Bon, alors que je rappelle quand même que Jean-Marie Le Pen, dans son enfance, sa jeunesse, c'était la messe traditionnelle, et chaque année au BBR, c'était une messe tridentine, traditionnelle latino-grégorienne, sur le rite romain de Saint-Pie V, qu'il faisait célébrer. Donc là encore, ces filles n'ont pas respecté sa mémoire, sa volonté, mais ça n'est pas pour nous surprendre. Il y a d'autres choses à mentionner par rapport à cet événement Oh bah sinon, vous savez, les obsèques, c'est toujours intéressant. Enfin, là, même si c'était une cérémonie d'hommage, puisque les obsèques avaient lieu quelques jours plus tôt. Uniquement familial. Mais c'est toujours intéressant parce qu'on rencontre des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Donc, de ce point de vue-là, on rencontre d'anciens camarades, des gens qu'on n'avait pas vus depuis fort longtemps. Donc, ça, c'est un aspect positif, incontestablement. Mais incontestablement, c'est une page qui se tourne. Et je dois dire que moi, j'éprouve un sentiment de grand vide parce que même si Jean-Marie Le Pen, évidemment, depuis quelques années, était en retrait du fait de son âge, de ses problèmes de santé, du fait aussi et surtout de l'exclusion du mouvement qu'il avait fondé et présidé si longtemps par sa fille, hein, puisque ce que aucun de ses adversaires ou concurrents n'avait réussi à faire pendant 60 ans, sa fille à laquelle il avait tout donné, il a réussi, hein, elle l'a fait, voilà. L'exclure du mouvement le Front National, changer le nom, supprimer la présidence d'honneur, s'y reprendre à plusieurs fois, même par un congrès postal tout à fait illégal pour lui enlever la présidence d'honneur. Enfin, faut se rappeler de tout ça, y compris les cadenas qui avaient été mis aux rues des Suisses à Nanterre, qui était l'ancien siège national du Front National, pour que Le Pen ne puisse pas assister à un bureau politique. Le 20 juin 2017, le jour de son anniversaire, on ne l'a pas invité non plus en octobre 2022 pour les 50 ans du Front National. Donc ça n'est pas, contrairement à ce que je lu ici ou là, une exclusion momentanée. Ça a été quelque chose de déterminé. Jusqu'à sa mort, elle n'a pas souhaité refaire de la politique avec
avec lui, l'a intégré à une élection quelconque, qui voulait être candidat au régional en 2015, aux européennes en 2019, à chaque fois elle s'y opposait. Par conséquent, c'est sa fille qui a mis un terme à sa vie politique. Et là encore, c'est toujours pour la même question, puisque je rappelle, c'était parce qu'il avait réitéré le détail chez Jean-Jacques Bourredin le 2 avril 2015, et que la semaine suivante, dans Rivarol, j'ai d'ailleurs dans le numéro spécial que nous avons fait, j'ai repris en intégralité cette interview de 2015, comme celle de 2005 sur l'occupation allemande en France à la fin, qui avait fait polémique, eh bien, parce qu'il défendait essentiellement le maréchal Pétain dans cette interview de 2015, comme il le fait d'ailleurs dans le tome 1 de ses mémoires, Fils de la Nation, voilà, où il défend le maréchal Pétain, où il est très critique sur le général de Gaulle. Voilà, donc c'est une page qui se tourne, et je dois dire que moi c'est un petit peu 40 ans de ma vie, parce que j'ai pris la carte du Front National à 15 ans, j'avais 15 ans, et si je suis à Rivarol, si j'ai les activités qui sont les miennes aujourd'hui, c'est quand même grâce à Jean-Marie Le Pen, en ce sens que je ne serais pas passionné pour la vie politique, pour les idées nationales, comme je l'ai fait depuis bientôt 4 décennies, si je n'avais pas vu Jean-Marie Le Pen à l'heure de vérité à la télévision, si je n'avais pas constaté qu'il crevait l'écran, qu'il disait beaucoup de vérités, et qu'il les disait dans une langue superbe également. Hein, voilà, avec le sens de la formule. Avec le sens de la formule, voilà. Et c'est pourquoi je suis assez heureux qu'on ait pu faire un numéro spécial de 20 pages qui relate la vie, l'œuvre, le parcours de Jean-Marie Le Pen. On a également donné 2 interviews qu'il avait données à Rivarol qui ont fait polémique, qui ont fait parler de lui et de nous d'ailleurs. Voilà, j'ai fait un long éditorial que je crois avoir créé avec le cœur sur Jean-Marie Le Pen, parce que finalement, en l'espace de quelques années, on a perdu 3 géants. Robert Forisson le 21 octobre 2018, Pierre Sidos le 4 septembre 2020, et donc Jean-Marie Le Pen le 7 janvier 2025. D'ailleurs, l'un était de 27, Pierre Sidos, l'autre de 28, Le Pen, l'autre de 29, Forisson. Donc c'est un peu la même génération qui ont connu dans leur jeunesse la Seconde Guerre mondiale, l'occupation. C'est pourquoi il ne fallait pas leur en compter. Ils ne prenaient pas des vessies pour des lanternes. Et de ce point-là, ils manqueront les uns et les autres au combat politique, au combat national, au combat historique, au combat pour la vérité historique, pour la vérité en histoire, en politique. Et bien sûr, il faut continuer le combat, mais il est certain que leur disparition n'est pas sans conséquence, et ils manqueront incontestablement. Nous sommes orphelins, et par certains côtés, nous sommes inconsolables, hein, parce que moi je ne vois pas d'équivalent aujourd'hui à ce qu'ont été ces personnalités. Voilà. Et s'il fallait dresser donc un bilan un peu du combat de Jean-Marie Le Pen, n'y aurait-il que des points positifs, ou alors des choses à redire peut-être? Il n'y a pas que des points positifs, mais bon, d'abord, il vient de mourir, donc je pense que si un jour on doit faire un droit d'inventaire, je pense que par décence, il faut attendre un peu. Mais il me semble quand même que sur les grandes orientations qui ont été les siennes, il a quand même vu juste. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe, au-delà de sa culture, de sa vista, de son talent, de sa prescience, c'est quand même le fait que ses analyses se sont révélées justes, et se révèlent justes sur le long terme. C'est à cela qu'on voit la qualité d'un penseur, d'un essayiste, ou en l'occurrence d'un homme politique. C'est est-ce qu'il voit loin, est-ce qu'il voit juste. Et en l'occurrence, on ne peut nier que sur les grandes positions qui ont été les siennes, il avait vu juste, évidemment tout le monde le sait, sur la question de l'immigration et de la démographie. Et je rappelle que l'INSEE, le 14 janvier, a donné les chiffres là, de la démographie en France en 2024, c'est 1,62 enfants par femme. Donc on est même très loin du renouvellement de génération qui est à 2,1. Ça ne cesse de baisser, à mon avis ça va continuer à baisser. Donc il disait bien qu'il y avait un décalage entre la démographie en France et en Europe, parce que je rappelle que même la France reste, malgré ce mauvais chiffre, en tête dans le vieux continent, que c'est 1,53. Le vieux continent, de l'Europe de l'Est n'est pas mieux ou pire que l'Europe de l'Ouest, contrairement à ce que certaines personnes pensent, sur le plan des chiffres de la démographie. Et par ailleurs, donc là-dessus il avait évidemment vu juste, quand il dit dans les années 80, il ne faut pas que la France se libanise, devienne un Liban, quand on voit où on est le pays du cèdre aujourd'hui, on ne peut que lui donner raison. Et par ailleurs, il a vu juste sur le communisme de sa jeunesse, considérant que ce système était à la fois économiquement absurde, politiquement criminel, moralement abject, asservissant les corps et les âmes, un échec total. Il a vu juste sur la construction européenne. Je rappelle que jeune député en 1957, il vote contre le traité de Rome, et par la suite, il a toujours voté contre Maastricht, contre les traités
traités qui se sont succédés, Amsterdam, Nice, Constitution européenne, Lisbonne. Donc il avait vu juste parce qu'il avait compris que ça n'était pas pour construire une nation européenne, ce qui d'ailleurs était sans doute illusoire, mais ça servait à comment dirais-je, détruire, détricoter les différentes nations du vieux continent, dont la France finalement, et en faire de cette Union européenne le cheval de Troie des États-Unis, du cosmopolitisme, du mondialisme, ce qu'on ne voit que trop, et de la technocratie, ce qu'on ne voit que trop depuis quelques décennies. Donc il avait vu juste là-dessus, il avait vu juste sur le sida, il avait vu juste, alors que finalement il y a eu le crème du sang contaminé, parce qu'on ne prenait pas ça au sérieux à l'époque, même si ça remonte aux années 80, moi j'en souviens très bien. Bon, et donc sur les principaux sujets politiques et géopolitiques, il avait vu juste. Hein, j'ai retrouvé dans l'interview qu'il nous a donnée en 2005, qui disait « Mais Poutine est prêt à la guerre, si la fondation Soros, si les États-Unis d'Amérique le provoquent à travers l'Ukraine, il est prêt à la guerre. Hein, » il dit ça en début 2005, vous voyez, avec près de 20 ans d'avance. Donc, non, je pense que c'est un homme politique exceptionnel et que les Français lui préféraient les Chirac, les Sarkozy, c'est quand même absolument effrayant. Bon, il y a des raisons à ça, on y reviendra sans doute, les raisons qui ont conduit à cela. Mais non, je pense que son bilan politique, si on analyse sa lucidité, son intelligence, la clarté et le talent avec lequel il a dit tout cela en plus, non, je crois que c'est quand même assez remarquable. En revanche, évidemment, ça n'est pas un succès au sens où il n'a pas pu faire arriver au pouvoir ses idées. Mais je crois qu'il était de ceux qui considéraient que certes, il valait mieux être élu que battu, mais qu'il valait mieux être battu sur ses idées qu'élu sur celles des autres. C'est-à-dire qu'il n'était pas prêt à sacrifier les idées pour arriver au pouvoir. Et c'est peut-être aussi pourquoi il a échoué. Donc pour le bilan, oui, on dirait globalement cela, et peut-être c'est le moment de parler du numéro spécial dans ce cas-là ou... Oui, si vous voulez, oui, tout à fait. Alors je dois dire que ce numéro spécial, si vous me permettez, 15, hein. voilà, qui est toujours en kiosque d'ailleurs jusqu'à la mi-février, et que l'on peut également commander sur rivarol.com, soit la version numérique, soit la version papier, 4 € la version numérique, 9 € avec les frais de port pour la version papier, ou éventuellement à notre adresse 19 avenue d'Italie, 75 013 Paris. Je crois que vous ne serez pas déçus, ceux qui l'ont lu, je crois que c'est très riche. Il y a un article de notre ami Vincent sur le point de détail, il y a les deux interviews que je commente un peu, que je présente, que j'expose de Le Pen, dont celle sur l'occupation allemande en France, et puis de quasiment tous nos rédacteurs, un long éditorial. Je pense que vous y apprendrez pas mal de choses, y compris les plus jeunes, qui n'ont pas forcément beaucoup connu, mais enfin on pourra mesurer à quel point c'est, me semble-t-il, une perte incommensurable. Alors je dois dire aussi que qu'il faut quand même que les gens en aient pour leur argent, même si personne ne paye en réalité, mais en vérité, je dois dire que s'agissant de l'occupation allemande en France, dans cette fameuse interview que l'on a publiée le 7 janvier 2005, de manière assez amusante d'ailleurs, 20 ans jour pour jour avant sa mort, le 7 janvier 2025, eh bien, c'était en fin d'interview qu'il avait abordé cette question relativement aux commémorations qu'il avait reliées en 2005, puisque c'était le 60e anniversaire de la guerre, là c'était le 80e anniversaire de la fin de la guerre, et donc il évoquait l'occupation allemande en France, très brièvement, mais il avait dit une formule beaucoup plus forte encore que celle qui a été publiée dans Rivarol, qui avait été un petit peu amenuisée pour éviter des poursuites judiciaires de part et d'autre, mais la formule exacte qu'il avait tenue, il avait dit « Aucune occupation au monde n'a été plus humaine que l'occupation allemande en France ». Et je dois dire que cette expression, moi, ne m'a pas surpris, puisque, en l'occurrence, ça correspond à ce que beaucoup de gens qui étaient âgés, que j'ai côtoyés dans mon enfance et ma jeunesse, à qui on discutait de cela, me disaient. Et des gens qui n'étaient pas forcément politisés, qui n'étaient même pas forcément de droite ou de droite radicale, mais donc qui se souvenaient que les Allemands, dans l'ensemble, s'étaient comportés pendant l'occupation en France, l'occupation militaire, de manière tout à fait correcte. Il y a plein d'anecdotes dans ce sens, et je trouve que de la part de Le Pen, qui lui a connu la guerre, je trouve que c'était à la fois lucide et courageux de le dire. Et je trouve que c'était important de le dire aux jeunes générations, parce que maintenant on raconte une histoire qui est très différente de la réalité historique. Et comme il y a toute une génération qui s'en va, forcément, eh bien, c'est plus facile de raconter des choses inexactes, voire totalement fausses, hein, voire totalement mensongères. Et donc, c'était quand même intéressant que Le Pen évoqua cette question-là. On sera sans doute peut-être amené à parler du détail tout à l'heure,
parce que je pense que c'est une question... parce que vous remarquerez quand même que, moi ce qui m'a quand même frappé dès la mort de Le Pen, dans les radios et les télévisions, tout tournait autour du détail de son antisémitisme, de son négationnisme supposé. On n'évoquait pas finalement, pour l'essentiel, le fait qu'il ait eu raison sur l'immigration, ou même sur sa longévité politique ou autre. Tout était centré là-dessus. Et d'ailleurs, je crois que c'est Ségolène Royal qui a dit « on ne peut pas rendre hommage à quelqu'un qui a été condamné pour négationnisme ». Ça prouve bien quand même que le cœur nucléaire du débat, il est là. Et on a beau dire ce qu'on veut, plus on s'éloigne de la guerre, plus cette question, elle est pesante, elle est centrale, on le voit bien. On en parlera tout à l'heure avec les poursuites contre Vincent Renoir, au procès qui a eu lieu cette semaine, mais on a mesuré au moment de la mort de Le Pen, il a eu en quelque sorte un traitement spécial. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu les hommages habituels, le communiqué de la présidence de la République est extrêmement... non, je dirais même pas mesuré, extrêmement distant, alors que le moindre politicien qui meurt, le moindre artiste même de seconde zone, l'Élysée tout de suite fait un communiqué dithyrambique, enflammé, extatique. Là, on n'a pas eu du tout cela. Voilà, donc je crois que c'est quand même à noter. Et donc, oui, moi je dois dire que je suis très peiné, et je dois dire en plus que, et d'ailleurs on l'a vu avec les obsèques, enfin la cérémonie d'hommage, je pense que Marine Le Pen va en profiter pour dédiaboliser à mort encore plus. Même si cette expression est fausse, puisque c'est le système qui est le diable, c'est pas ceux qui s'y opposent. Mais il est certain que la politique de normalisation, de dédiabolisation, va encore s'accroître, c'est évident. Et je pense que cette cérémonie d'hommage, elle a aussi en partie servi à ça. Puisque je pense que ce qui est intéressant pour la direction du Rassemblement national, c'était de montrer qu'on ne voulait rien avoir avec les anciens amis, les anciens soutiens, les anciens camarades de Jean-Marie Le Pen, parce que je sais que Jean-Marie Le Pen, on a eu parfois des désaccords, parfois vifs, c'est vrai, mais je sais qu'il appréciait beaucoup Rivarol, qu'il le lisait, tant qu'il a pu le lire, bon, les dernières années, il était quasiment aveugle, il ne pouvait plus lire de journaux ou de livres, mais je crois que jusqu'en 2022-2023, il a continué à lire régulièrement Rivarol, et il en appréciait la lecture, il en goûtait beaucoup d'articles, d'éditoriaux, il était d'accord avec beaucoup de points. Et donc, c'est là qu'on voit qu'il y a une différence quand même fondamentale avec sa fille, sa petite-fille, qui, elles, ont décidé de passer sur les fourches codines pour faire carrière, de passer sur les fourches codines un certain nombre de lobbies puissants et nocifs. Et donc, de ce point de vue-là, moi je considère que c'est un petit peu notre liberté de parole, de pensée, d'expression qui s'étiole un peu plus, qui disparaît un peu plus. D'ailleurs, c'est un clin d'œil de la Providence que Le Pen soit mort le jour où les grands médias et les politiciens rendaient hommage à Charles Hebdo à l'occasion du 10e anniversaire des attentats. Mais finalement, s'il y a un homme qui a toute sa vie fait preuve de liberté d'esprit, de liberté d'expression, de liberté de pensée, de liberté de débat, à ses risques et périls, c'est bien Jean-Marie Le Pen. Il a eu 26 condamnations judiciaires, il faut le savoir, pour apologie de crime contre l'humanité. Ça, c'était pour les disques qu'il avait fait sur le Troisième Reich lorsqu'il dirigeait la SERP, validé par la Cour de cassation en 1971. On l'a oublié, mais c'est une des premières condamnations politiques pour la liberté d'expression, parce qu'effectivement, dans la pochette du disque, il n'y avait aucune condamnation, même implicite, du national-socialiste. C'était même plutôt bienveillant, même très bienveillant. Et donc, ça suffit, en quelque manière, à le faire condamner déjà à l'époque. C'est intéressant parce que c'était avant la loi Pleven et avant la loi Guesso, en 1971, parce qu'il existait déjà l'apologie de crime de guerre, qui, je rappelle, d'ailleurs, peut conduire jusqu'à 5 ans de prison ferme. Même si elle est relativement peu utilisée aujourd'hui, mais elle existe toujours dans le code pénal. Et donc, en l'occurrence, apologie de crime de guerre, je l'ai dit, contestation de crime contre l'humanité, antisémitisme insidieux, aussi, et puis bien sûr, diffamation raciale, injure raciale, enfin bon, œuvre jambon fromage, j'ose dire, à la complète, voilà, exactement, voilà. Et donc, de ce point de vue-là, il me semble que c'est plus davantage nous qui nous inscrivons dans son sillage, par la liberté de pensée, d'expression, qui est la sienne, qui a été la sienne pendant si longtemps, et dont je déplore vraiment la disparition. Encore une fois, je dis vraiment, j'étais vraiment très heureux pour le banquet des 65 ans de Rivarol en 2016, d'avoir pu réunir ces trois géants, ces trois monuments, qu'étaient Forisson, Sidos et Le Pen. Même Sidos était plus discret, moins connu du grand public, mais son œuvre, son combat sont tout à fait remarquables, et son école de formation également. Donc, nous, voilà, on va bien sûr à notre humble niveau continuer le combat dans des conditions de plus en plus difficiles, mais je crois que c'est quand même très important, et je pense qu'il est peut-être important qu'on évoque peut-être un peu à ce stade de la vidéo, peut-être de l'émission, la question du détail, peut-être, je crois.
Vous avez un peu abordé d'ailleurs. Oui, enfin, moi je peux prendre la parole à ce sujet-là. Avant tout, M. Bourbon a dit que eh bien, les Français ont préféré Chirac et Macron, enfin, surtout à l'époque c'était Jacques Chirac, à Jean-Marie Le Pen. Et donc ils ont préféré super menteur aux fachos, entre guillemets. Plutôt escroc que facho. C'était le slogan, plutôt escroc que facho. Et je vous rappelle que, enfin pour les plus âgés, avant les élections, la gauche disait Chirac en prison. Et dès que Chirac s'est trouvé face à M. Le Pen, eh bien, d'escroc et de menteur à emprisonner, il est devenu sauveur de la République. C'est dire à quel point les Français rejetaient Jean-Marie Le Pen, mais surtout à travers lui, toute idéologie d'ordre, idéologie réellement de droite nationale. Et c'est pour ça, je pense que, vous savez, on a non seulement les gouvernements que l'on mérite, mais on a aussi l'opposition que l'on mérite. Et il n'y a pas de successeur aujourd'hui de Jean-Marie Le Pen, il n'y a pas de grand orateur de droite nationale. La Providence n'en suscite pas, tout simplement parce que, eh bien, le peuple français n'en voudrait pas. Et voilà pourquoi, pour l'heure, la Providence n'en suscite pas. Telle est, du moins, mon analyse de la chose. Souvent, j'entends des gens dire « Mais qu'est-ce qu'il y aura après? Qu'est-ce qu'il y aura comme relève? Est-ce qu'il y aura quelqu'un ?» Et moi, je réponds toujours « Si le peuple le mérite, la Providence suscitera quelqu'un. Si le peuple ne le mérite pas, elle ne suscitera personne. » Il ne faut pas croire que ce n'est pas l'homme providentiel qui entraîne le peuple. C'est le peuple qui génère un homme providentiel. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et donc, pour l'instant, il n'y a rien. Eh bien, parce que le peuple ne le vaut plus, c'est tout. Mais est-ce que notre monde est encore capable de sécréter des chefs? Parce qu'un chef ne se décrète pas, il se sécrète. Il se sécrète, voilà. Et aujourd'hui, est-ce qu'il est capable? On peut en douter quand même. Mais non, moi je réponds non pour l'instant. Alors, à vue humaine, la vue humaine c'est une vue de taupe, elle ne voit pas très loin, parce qu'on n'a pas tous les éléments en jeu. Mais le monde aujourd'hui ne peut pas sécréter un chef. Regardez les gens dans la rue, est-ce que il pourrait répondre à l'appel d'un chef? Parce que je voulais d'ailleurs préciser quelque chose à ce sujet, c'est que contrairement à ce que beaucoup de gens croient ou ce que je lis ici et là, Le Pen est tout le contraire d'un démagogue. Et je vais vous donner juste deux exemples rapides qui me paraissent quand même importants pour peut-être les jeunes qui ne savent pas ou qui ne s'en souviennent plus. Le Pen était capable, et c'est là qu'on voit qu'il avait quand même un courage incontestable, de prendre à rebrousse-poil sa base militante et même un certain nombre de ses cadres lorsqu'il l'estimait nécessaire, et il l'a fait notamment dans l'affaire d'Irak. Je rappelle que s'il avait voulu suivre le courant dominant, il était quand même de tradition atlantiste, c'est les États-Unis qui s'en prenaient un pays arabe, l'Irak, la logique, la facilité aurait voulu qu'il approuvât la guerre contre l'Irak et la démonisation de Saddam Hussein. Or, c'est tout le contraire. Hein. Moi, je me rappelle très bien, dès août 1990, donc dès le début de cette affaire, au moment même que ce qu'on appelait la tempête du désert commence, eh bien, Le Pen avait pris une position très juste, grâce en partie à son intuition exceptionnelle, mais aussi parce qu'il avait étudié le dossier. Je me rappelle, il s'était plongé dans d'épaisses encyclopédies à l'époque, pendant 8-10 jours, au début du mois d'août. Il avait réfléchi, il avait étudié, et après, il avait pris une position, je crois que c'était au journal télévisé aux 20h TF1, tout à fait remarquable. Et je dirais que, là encore, c'est sur le temps long qu'on voit à quel point il a eu raison, car je rappelle que probablement très peu de guerres ont été aussi sales, aussi ignobles que les deux guerres contre l'Irak. Hein. Celle en 1990-91 qui repose sur le mensonge abominable des bébés koweïtiens qui auraient été enlevés de leur couveuse par la soldatesque irakienne. On a su par la suite que c'était pour 10 millions de dollars une agence de publicité américaine qui a été payée donc, pour développer ce bobard. Hein, cette calomnie. Moi, je me rappelle encore, j'avais 18 ans à l'époque, je me rappelle, c'était toutes les télévisions du monde aux 20h, et ça n'a jamais été, ce mensonge n'a jamais été débunké, comme on dit aujourd'hui, démonté. On n'a jamais présenté des excuses par la suite. Ceux qui sont responsables de ce mensonge n'ont jamais aucun compte à rendre, ni judiciaire, ni politique, ni administratif, ni en quoi que ce soit. Hein. Ils sont tous morts pour ceux qui sont morts dans leur lit, d'autres vivent encore. Faut le savoir, ça. Donc, donc il y a eu ça. Et en 2003, deuxième mensonge abominable, aussi abominable, voire plus encore, les armes de destruction massive de Saddam Hussein. Hein. Rappelez-vous
la fiole montrée par Colin Powell, alors qu'en réalité, les seules armes de destruction massive, ce sont celles qui malheureusement sont abattues sur ce malheureux peuple, ce malheureux pays, et qui ont fait des centaines de milliers de morts et de blessés, parce que à cela s'est ajouté un blocus inhumain, un embargo inhumain. Il faut savoir qu'en Irak, on ne pouvait même pas faire rentrer un crayon de papier, parce que dans le crayon de papier, il y a du graphite, et qu'avec le graphite, on peut faire des bombes. Hein. Voilà, on en était. Hein, voilà. Donc, tout était une calomnie épouvantable. Hein, bon. Et vous voyez bien que quand on comprend ça, on se dit finalement, ces bobards de guerre, qu'on a été capable à une époque récente, 1990-2003, de répandre au niveau mondial, y compris par les médias du monde entier, finalement, pourquoi d'autres bobards n'auraient pas pu avoir lieu quelques décennies plus tôt, finalement. Ça devrait quand même éveiller l'esprit critique des gens, me semble-t-il. Bon, voilà. Voire décennies après avec la crise Covid ou des choses comme ça. Oui, bien sûr. Bon, donc voilà. Et donc Le Pen était capable, dans cette affaire-là, et jusqu'au bout, et pour moi, il n'a peut-être jamais été aussi grand qu'à cette époque-là. Il avait ses défauts, pour avoir des désaccords, mais là-dessus... Il a étudié quand même en il avait étudié. amont. Je me rappelle très bien. Moi, je faisais ça très près à l'époque, et il avait étudié très près dans les encyclopédies où il s'est aperçu que finalement, le Koweït, c'est un État officiel dont les racines reposaient dans le Foreign Office. En plus, on sait que finalement, l'ambassade américaine avait donné le feu vert à Saddam Hussein quand il avait dit qu'il enverrait le Koweït, qu'il lui fallait une sortie sur la mer, quoi. Bon, voilà. Enfin, en réalité, en plus... C'est un peu comme l'affaire de Danzig. Tout à fait. Complètement, il y a beaucoup de points communs. Il est tombé dans un piège, etc. Piège refermé sur lui de manière diabolique, machiavélique, enfin, c'est quelque chose d'effrayant. Le sujet n'est pas celui-là aujourd'hui, mais je crois que c'est important de le rappeler brièvement, parce que c'est quelque chose de monstrueux. Hein, ils ont fait pareil, finalement, avec la Libye du colonel Kadhafi, avec la Syrie d'Assad. De toute façon, pour la domination israélienne sur la région, hein, il faut détruire tout ce qu'il y a autour. Hein, c'est le chaos, pour le chaos, enfin, c'est le Liban pareil, enfin, c'est évident, et demain après-demain sera sans doute l'Iran. On voit très bien que les fous furieux, hein, ce ne sont pas les dirigeants iraniens, hein, comme on le dit toujours. Les fous furieux, ils sont à Tel Aviv. Hein, voilà, hein, donc il ne faut pas se tromper d'ennemis, hein, de ce point de vue-là. Voilà. Bon, on voit ce qu'ils ont fait de Gaza. Hein, ils l'ont extrêmement vitrifié. Voilà, bon. Et ce sont eux qui donnent des leçons. Bon, bref. Donc l'Irak, Le Pen avait vu juste. Et puis aussi, il avait vu juste aussi, alors ça peut paraître moins important, mais ça n'était quand même pas sans importance. Dans ce qui a précédé immédiatement, je vais en dire un mot, le traité de Maastricht. Car, rappelez-vous que quelques jours avant ce référendum du 20 septembre 1992, le grand public découvre que François Mitterrand, alors président de la République, a un cancer de la prostate dont il se fait opérer en toute urgence. Bien. Et alors, il y a une émission, je me rappelle très bien, il y a une émission à la télévision, quelques jours à peine, hein, avant ce référendum, où Le Pen dit, moi j'avais appris il y a quelques jours qu'il y aurait une nouvelle politique de première importance, juste avant le référendum qui allait survenir, et en fait il s'avère que c'est ce cancer de la prostate, et c'est une opération politique pour apitoyer les prostatiques et les cancéreux, et leurs familles, leurs proches. Je rappelle quand même que quelques semaines avant, le nom était donné gagnant, hein, 53 à 47, les sondages étaient très serrés, et donc cette opération était la plus grande importance pour essayer de faire emporter de justesse le oui qui était mal parti. Bien. Et je me rappelle puisque un peu tous les dirigeants politiques avaient été invités à cette émission télévisée. Le Pen avait été traité de tous les noms. Kouchner, notamment, je m'en souviens encore, avait dit que c'était tout à fait choquant et scandaleux ce qu'il disait, dénonçant sa brutalité, son indécence, alors que Mitterrand était malade, etc. Or, on a appris par la suite, par le médecin personnel de Mitterrand, le docteur Claude Gubler, que Mitterrand avait ce cancer de la prostate depuis 1980, cancer avec métastase osseuse, que tous les communiqués semestriels sur sa santé depuis 11 ans, de 80-92, étaient faux, et en fait, il est évident qu'il pouvait attendre que le référendum ait eu lieu pour se faire opérer. On n'était pas une semaine près, quelques jours près. Ça fait 11 ans qu'il avait le cancer. Donc, il a mis dans la balance au dernier moment son cancer et sa prostate, Mitterrand, pour que le oui l'emportât. C'est quand même particulièrement machiavélique, diabolique et cynique. Hein, mais ça a été efficace. Moi, je l'ai vu dans la famille. Hein. Il y avait des gens qui étaient pourtant de droite. Bon, souvent la droite modérée, hein, la droite molle. Hein. Bon, mais enfin, qui n'aimaient pas Mitterrand, qui ne voulaient pas des socialistes et tout ça, et qui finalement, soit se lançaient apitoyer, soit se sont dit, bah, finalement, il est malade, probablement qu'il va finir sous septennat, donc finalement, on peut voter oui, on verra après. Hein, vous voyez, j'ai souvent dit, la bêtise en politique donne une idée de l'infini. Ça, moi, j'ai vu parfois des gens qui raisonnent à peu près
correctement dès qu'on aborde d'autres questions, mais dès qu'on parle des questions politiques, des élections, etc., c'est consternant. Toute ma vie, j'ai vu ça. Donc voilà. Et donc Le Pen, là encore, avait vu juste. Et non seulement il avait vu juste, mais il fallait le courage de le dire publiquement et de s'en prendre plein la figure. Et ça, je suis désolé, c'est le contraire d'un démagogue, parce que moi, je me rappelle, j'avais même des camarades de classe qui étaient plutôt le péniste ou le pénisant à l'époque, qui m'ont dit, là, il exagère, qu'est-ce qu'il dit encore, cette histoire, là, quand même, le Mitterrand a un cancer, c'est pas correct et tout ça. Il avait eu raison, parce qu'il a eu les informations, et en plus, il avait l'intuition, il avait senti, si vous voulez. C'est ça aussi qui est très fort chez lui, c'est qu'il sentait le mensonge. Et par exemple, s'agissant de la Seconde Guerre mondiale, il l'avait connu, et il avait compris que la version officielle obligatoire du dernier conflit mondial était un moyen de s'en prendre à l'ordre ancien, à la France et à l'Europe historique et traditionnelle, pour faire émerger ce que notre ami Hannibal, Martin Pelletier, dans Riverol, appelle à juste titre la révolution arc-en-ciel. Et la Shoah est la révolution de la mer arc-en-ciel, et la Shoah est la mère de la révolution arc-en-ciel, et c'est très vrai, c'est très juste. C'est-à-dire qu'en réalité, bon, on a souvent cité Vincent Renoir, moi-même d'autres, Maurice Bredech, Nuremberg aux lettres promises, mais il est évident qu'en 1945-46, le nationalisme a été condamné au tribunal de l'humanité, que tout ce qui, toute politique de l'énergie, de la propreté, toute politique qui défend la nation, le sol, le sang, la race, la religion, la patrie, la terre et les morts, la famille, bon, est frappée de suspicion et même d'illégitimité, car on sait où ça menait, bon voilà. Donc je refais pas tout le raisonnement, et donc ça Le Pen l'avait compris, et c'est la raison pour laquelle, tel le petit poussé, il a multiplié les petits cailloux révisionnistes. Parce qu'en réalité, là je voudrais quand même dire un mot, on peut lui reprocher peut-être, comme l'a fait l'école révisionniste, de ne pas avoir franchi complètement le Rubicon. C'est vrai qu'il n'a pas franchi complètement le Rubicon, et que le mot détail n'est peut-être pas le mot le plus opportun, parce que de quelque façon qu'on prenne la question, les chambres à gaz sont tous sauf un détail, mais ce qui est très important en 1987, c'est pas la phrase sur le détail qui finalement a fait polémique, c'est la phrase suivante. C'est qu'interrogé par un journaliste pour qu'il précise sa pensée, que dit Le Pen, il va répondre par ce qu'on appelle une question rhétorique. Et la voici, je vous la donne. Voulez-vous me dire que c'est une vérité révélée à laquelle tout le monde doit croire, que c'est une obligation morale ? Point d'exclamation. Quelqu'un qui dit ça, c'est-à-dire qu'il ne croit pas. C'est évident. C'est une question rhétorique. Et alors il ira encore plus loin dans la revue Breton, le 26 avril 2008, où, interrogé par les journalistes Didier Lecor et Tugdual Denis, lequel est aujourd'hui rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, eh bien, qui lui disait, mais le projet mis en œuvre à national-socialisme, c'était, je cite, de déporter les gens et de les amener dans des camps pour les faire tuer, je ferme les guillemets, et Le Pen répond du tac au tac, il répond du tac au tac, mais ça, c'est parce que vous croyez à ça. Moi, je ne me sens pas obligé d'adhérer à cette vision-là. Je constate qu'à Auschwitz, il y avait une usine, l'usine IG Farben, il y a 80 000 ouvriers qui y travaillaient, et que je sache, ces 80 000 ouvriers n'ont été ni gazés, ni brûlés. Voilà, je ferme la parenthèse, voilà. Donc ça, si c'est pas du révisionnisme frissonien, je ne sais pas ce que c'est, quoi. Voilà. Donc là, comme avait dit Frisson, que j'avais interrogé après, il m'a dit, il fait un pas de plus. Pour lui, dans le bon sens. Voilà, il fait un pas de plus. Voilà. Il me dit, voilà. Donc, si vous voulez, et quand on en parlait en privé, bon, voilà, c'était quand même très clair. Et je pense d'ailleurs que si on interrogeait en privé des hommes politiques d'un certain niveau, je pense qu'on serait surpris. Je rappelle quand même que Mitterrand, la dernière chose qu'il dit avant de quitter l'Élysée, il fait venir au petit déjeuner l'académicien Jean d'Ormesson et il lui dit vous avez vu l'influence puissante et nocive du lobby juif. C'était l'époque où, parce qu'il ne voulait pas condamner la France pour la guerre, voilà, le cabage voulait que je me convertisse, dit-il. Bon, voilà. Et donc, alors que de tout Paris savait qu'il avait la Francisque, qu'il avait été pétainiste, son amitié avec Bousquet, etc. Eh bien, donc voilà, il dit, d'Ormesson pour qu'il le répète, et il le répétera dans son livre, le rapport Gabriel, voilà, l'influence puissante, vous voyez dans ces affaires, l'influence puissante et nocive de lobby juif, Mitterrand dans le texte. Et d'ailleurs, Mitterrand, 4 mois avant, au Parlement de Strasbourg, janvier 95, il dit le nationalisme c'est la guerre à la tribune. Après, dans la réception qui suit ces discours, il croise Le Pen, et ils vont s'enfermer pendant 1 heure ou 2. De quoi ils parlent? Évidemment du lobby juif, c'est évident, je veux dire, ça a dû y aller. Non, mais c'est comme avec Dieudonné. Non, mais c'est comme avec Dieudonné, je veux dire, l'amitié avec Dieudonné, c'est là-dessus. Pendant des soirées entières, ça a dû y aller sur le lobby juif. J'aurais mettre là.
Hein, voilà, ça devait être quelque chose, des vénards, quoi. Bon, voilà. Bon, donc voilà, et donc c'est sûr qu'il se lâchait. Bah, écoutez, Raymond Barre, avant de mourir sur France Culture, évoquant l'affaire Copernic, il dit, je cite, que le lobby juif est capable de mener des campagnes parfaitement ignobles. Raymond Barre, quelques mois avant de mourir. Et Roland Dumas, dans la revue Charles, sur l'influence juive, qu'on ne peut rien dire sur ces sujets-là si on est traité d'antisémite, etc. Et Renaud Camus qui a lâché un mot aussi à la radio. Oui, aussi. Et je rappelle que Faurisson m'avait dit, et donc ça ne me surprend pas, vu ce qu'a dit Roland Dumas après la suite, qu'une fois, il était dans un restaurant parisien, là aussi dans notre scoop que je donne, je crois que j'ai déjà donné, mais bon. Oui, voilà, je leur donne quand même. Faurisson. Voilà, je leur donne quand même. Et donc, il voit Faurisson dans le restaurant, c'est un pur hasard. Hein. Il traverse toute vitesse tout le restaurant et il dit au professeur, professeur, c'est vous qui avez raison sur les chambres à gaz. Roland Dumas, président du Conseil constitutionnel. Donc, c'est quand même pas rien. Voilà. Il était de gauche en faveur du monde arabe, je crois. Oui, mais un homme très lettré, très érudit, d'une classe assez exceptionnelle. Hein, voilà, bon, c'est aussi la génération de Le Pen. Bon, quand on n'en fait plus. Donc, vous voyez que on aurait des surprises, hein, certainement. Je rappelle aussi, on a su on sait tous ce qu'est l'ancien président iranien Ahmadinejad, et même ce qu'avait dit récemment le président syrien, Bachar al-Assad. Hein, oui, l'un comme l'autre ont tenu publiquement des propos ouvertement et explicitement révisionnistes. Hein. Donc, en l'occurrence, ça n'est pas aussi rare que vous bien le croire, mais il est évident que ça demande un courage quasiment héroïque pour tenir ce discours-là. Mais, alors c'est vrai qu'en 2016, quand j'ai fait le banquet, j'avais été un peu déçu parce qu'il n'a pas voulu rencontrer Faurisson. Moi, j'espérais qu'après tout, il a été exclu par sa fille, il a près de 90 ans, il n'a plus rien à perdre, que les deux hommes puissent se rencontrer, s'échanger, peut-être tomber dans les bras l'un de l'autre. Non, mais je veux dire, ça aurait été très beau, quoi, je veux dire. Bon, malheureusement, ça n'a pas été possible. Il avait été question également que Le Pen crache le morceau dans les mémoires. On sait que ces mémoires, c'est en grande partie, pas uniquement, mais Martin Pelletier qui en grande partie les écrit. En tout cas, elle a fortement aidé à les rédiger. Et il y a eu plusieurs versions qui étaient tout à fait révisionnistes, dont une qui avait été revue par les avocats de Le Pen, mais c'est l'éditeur qui n'en a pas voulu. Bon, faut dire que l'éditeur, c'est Guillaume de Tuquelois, proche de Bernard Anthony. Bon, c'est sûr que c'est pas un briseur de barrage, hein, c'est clair. Hein, c'est pas lui qui allait prendre ce risque-là. Hein. Lui, ce qu'il a traité de se faire de l'argent dessus, c'était sûrement de prendre des risques judiciaires. Hein. Bon, voilà. Je dis ça sans méchanceté, mais bon, c'est un fait objectif, voilà. Donc c'est dommage. Alors vous direz, il aurait peut-être pu changer d'éditeur. Ça n'aurait pas été facile sans doute à trouver, mais peut-être que ça aurait été possible. Là aussi, c'est regrettable. Ce sont des occasions manquées, et des occasions manquées sur un plan historique, parce que je pense que là, vu ce qu'était Jean-Marie Le Pen, hein, qui était connu mondialement, puisque vous avez vu, il y a même des gens de Lazio en Italie qui ont dit bon voyage en italien, bon voyage Jean-Marie Le Pen, il était connu dans le monde entier, il avait quand même été au second tour de la présidentielle, etc. Et donc, c'était quand même un symbole des idées nationales pour les gens qui sont nationaux et nationalistes dans le monde, mais à l'inverse, des gens envers lesquels il y a des gens qui éprouvaient de la haine à son égard, puisqu'on a vu, chose extraordinaire, à sa mort, des gauchistes venir danser sur son cadavre encore chaud, à l'appel notamment d'un collectif qui s'appelle Les Invertis, tout un programme à Paris, dans la plupart des grandes villes de province, et aussi à l'appel du nouveau parti anticapitaliste, le NPA, de messieurs Poutou et Besancenot. Hein, voilà. Hein, c'est là qu'on voit qu'ils sont les héritiers des épurateurs de 43-44, des révolutionnaires de 1793, ou des républicains espagnols qui déterraient les cadavres des religieux et des prêtres pour les tuer symboliquement une deuxième fois, tellement ils étaient ivres de haine. Hein. Mais Le Pen, la haine, il l'a connu tout le temps. Rappelez-vous, en mai 90, Carpentras, où une foule vociférante défile devant une baudruche de Le Pen, où c'est marqué Carpentras, c'est moi, l'accusant au moins moralement de viol de sépulture. Hein, voilà. Et en 2002, la quinzaine de la haine, tous les escrocs le facho, pour le pain une balle, pour le faire une rafale. Bon, voilà, on a vu tout ça. Ça a été quelque chose, un montage effrayant Carpentras. D'ailleurs, juste pour une petite anecdote que j'ai souvent racontée également, mais pour en rajouter dans le pathos, Laurent Fabius, qui est alors président de l'Assemblée nationale, il est aujourd'hui président du Conseil constitutionnel. Il y a des gens qui vont d'une présidence à l'autre. Bon. Malgré le crime du sang contaminé, et donc avait fait croire que Félix Germont, cet Israélite dont le corps avait été déterré dans le cimetière israélite de Carpentras, eh bien, il avait fait croire qu'il avait été sodomisé avec un pied de parasol. Tout était faux dans cette affaire-là. Hein. Bon, tout était faux. Ce qui fait que Le Pen, qui est amateur de bons mots, en effet, avait dit, je cite, lorsque Monsieur Fabius parle d'anus, cela sonne dans sa bouche comme une rime. Voilà. Bon, c'était formidable. C'est pas sa fille qui dirait des choses pareilles. Hein. Voilà. Donc ça aussi, on perd ça. Comme on perd, finalement, je dirais, la poésie
cet homme, parce qu'il y avait une dimension politique. Moi, j'ai eu la chance, pas simplement de le voir au BBR ou à Jeanne d'Arc, mais personnellement, là où je préférais l'entendre, c'est dans des meetings en province, lorsque il prélait sans notes, qu'il déambulait sur la scène, et je dois dire que c'est tout à fait émouvant. Enfin, moi, j'en ai un souvenir encore très précis, lorsque, muni d'un simple micro-cravate, tel un télévangiste américain, il déambulait sur la scène et, sans la moindre note et dans une langue superbe, il nous racontait son enfance et sa jeunesse, le sol de sa maison en terre battue, les barques des marins battus par les flots, la terre et les morts, cette terre de France tant labourée, tant travaillée au fil des siècles, ces terroirs, ces clochers qu'il nous fallait aimer et protéger, ces paysans, ces pêcheurs, ces soldats qui, au prix de 1000 sacrifices, ont fait en sorte que notre pays puisse être et durer. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que Le Pen, c'était un marin. La Trinité-sur-Mer, c'est un port. Son père était marin. D'ailleurs, le bateau de son père, qui est mort en 42, qui a sur une mine, s'appelait Persévérance. C'est un beau mot, une belle disposition d'esprit. Et Le Pen a beaucoup navigué à travers le monde. Il a été sur tous les océans, sur tous les continents. Et je pense que dans la dimension poétique de son engagement politique, du discours qu'il y avait aussi ça. Parce que forcément, la mer, c'est magnifique que ce soit de voir la beauté de la lune, du soleil, des étoiles, la beauté d'un ciel étoilé, le charme des embruns, le bruit du vent et des vagues, le chant des oiseaux. Et évidemment, il y a là une dimension tout à fait poétique. Et aussi, il faut reconnaître que Le Pen, c'est aussi un homme de sa génération qui a été chez les jésuites. Alors c'est sûr que c'était un peu militaire, c'était pas toujours facile, c'est pour ça qu'à 16 ans, ça a mal terminé, parce qu'il était turbulent, mais plein de vie, donc forcément, il supportait plus, ça peut se comprendre, le carcan qu'il y avait, et malgré tout, il y avait un aspect très positif, c'est qu'on apprenait énormément de choses, et on apprenait énormément de choses par cœur. 400 vers français par trimestre, 300 vers latin et 100 vers grec. Et c'est pourquoi il était capable de réciter des poèmes entiers, des tirades entiers de nos plus grands tragédiens, et que quand Gollnisch va le voir à l'EHPAD où il mourra à Garches, quelques jours avant sa disparition, eh bien il est capable de lui réciter en entier et sans hésitation un poème de Victor Hugo. Moi, ça me stupéfie. Alors, j'ai un lecteur, enfin, je ne crois pas d'ailleurs que ce soit quelqu'un de rivarolien, mais quelqu'un qui a du accès à mon éditorial, qui a dit moi je suis de cette génération-là, je suis médiéviste, moi je ne suis pas d'accord avec vous, je trouve que c'était un bagage inutile et encombrant. Moi je ne suis pas d'accord, parce que d'abord, ce marqueur, ça donne une culture, et ça permet aussi de délier l'esprit, en quelque sorte. Je suis désolé, quand je vois la jeunesse aujourd'hui qui est sacrifiée uniquement sur les réseaux sociaux, les jeux vidéo, etc., qu'on ne me dise pas que c'est quand même la même chose, qu'on ne me dise pas que c'est au même niveau, qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas un déclin. Voilà, donc malgré tout, ça participe très certainement. Alors c'est vrai qu'il avait une mémoire prodigieuse. Vous savez qu'il connaissait par cœur, je crois, plusieurs milliers de chansons, de répertoires extrêmement variés, des chansons à boire, jusqu'à des cantiques religieux, des chants militaires, enfin de tout, vraiment très varié, avec tous les couplets et dans l'ordre. C'est quand même assez impressionnant. Donc de ce point de vue-là, c'est aussi une perte considérable sur un plan culturel, parce que c'était pas simplement parce que quelqu'un m'a dit oui, mais ça veut rien dire. Ça peut permettre d'étaler la galerie, mais ça implique pas une culture profonde. Non, moi pour rediscuter avec lui, il y avait une culture littéraire, historique, qui est tout à fait profonde, qui n'est pas du tout superficielle. C'est tout à fait inexact de dire ça. Et même sur un plan géopolitique, il avait des connaissances très précises. D'ailleurs, si vous lisez les interviews qu'on a retranscrites de lui dans ce Rivarol spécial, numéro 3144, 20 pages, vous verrez vraiment que c'est assez remarquable. Moi, j'ai été stupéfait en le relisant, je l'avais pas relu depuis un certain temps, j'ai été stupéfait de voir à quel point elle n'avait pas pris une ride. Parce que là, j'ai dit qu'il avait eu raison sur des grandes choses, mais il a raison sur des petites choses. C'est lui qui avait prévu que serait Lionel Jospin, le candidat socialiste en 1995, que serait Ségolène Royal, la candidate du Parti socialiste en 2007. Il avait prévu du fait de l'atomisation des candidatures à gauche, notamment la candidature de Christiane Taubira, qu'il serait au deuxième tour, ce que personne ne croyait. Donc il avait vu juste sur tout ça. Voilà. Donc, et sur beaucoup d'autres choses. Donc, non, de ce point de vue-là, franchement, c'est une perte incommensurable. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas ses défauts. Moi, la fois où j'ai vraiment été en férocé contre lui, je l'ai même dit publiquement, c'est lorsqu'il a soutenu sa fille, préférence fâchée que ses vieux camarades les plus sincères, les plus honnêtes, les plus valeureux, pour mettre sa fille, parce que je savais très bien qu'elle n'avait pas ses idées. Comme lui avait dit au Rojolindre, qui est allé le voir, exprès, elle montre tout le voir, il lui avait dit, mais ta fille, elle n'a pas tes idées, elle te chassera de ton parti avec ses PD.
C'est l'expression qu'il a utilisée, il est assez rude de décoffrage, Hollande. Non, mais je cite simplement. Je cite, et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Bon, voilà, donc il n'y a pas du tout exagéré. Hein. Et moi, je dois dire que je n'ai pas été surpris non plus. Hein. On avait annoncé des années à l'avance dans Riverol ce qui allait se passer. Il suffit de suivre qui était Marine Le Pen, son entourage, ce qu'elle voulait faire, sa stratégie de diabolisation, de normalisation. Donc, moi, je n'ai pas été surpris de ce qui se passe, et je prédis que ça va être de pire en pire. Hein. Ça va s'accélérer, puisqu'elle va être débarrassée en quelque manière de la figure tutélaire du père, qui certes, ces dernières années, n'était déjà plus tellement de ce monde, mais malgré tout, il était encore là. Il y a encore des gens qui allaient le voir, il pouvait y avoir des selfies, il pouvait y avoir encore quelques propos, quelques chansons, etc. Là maintenant c'est fini. Et donc je pense vraiment que ça va vraiment accélérer ce processus de normalisation idéologique. Voilà. Mais nous, je pense qu'on doit en quelque sorte, si j'ose dire, les gardiens du temple. Il faut poursuivre sur la ligne qui était la sienne fondamentalement, en allant peut-être encore un peu plus loin. Peut-être que cet échec de 2002 ont donné l'idée à certains de se dire essayons le conformisme et la télévision. Je ne sais pas si vous voulez y revenir, vous, Vincent Renoir, à ce bilan un peu de 2002. Ah ben oui, donc moi j'ai rédigé un livre à l'époque sur la question, puisque pendant les fameux 15 jours de la haine et même après, j'ai acheté tous les jours tous les journaux, je les entassais et je les lisais, je répertoriais les articles. J'avais une pile de journaux plus haute que moi. Hein. Et après, j'ai travaillé sur un livre qui faisait plus de 300 pages, où j'analysais justement ce qui s'était passé pendant ces 15 jours de la haine. Et j'analysais justement les conséquences de l'affaire du détail. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, à mon avis, l'erreur de Jean-Marie Le Pen, c'est de s'être arrêté à mi-chemin, en fait. Bon, il a été surpris, hein, mais après, il n'a pas redressé la barre. C'est ça qui est un peu embêtant. C'est-à-dire que, en disant que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire, eh bien, il est devenu l'homme pour lequel 6 millions d'exterminés, c'était un détail. Et c'était pire que d'être révisionniste. Finalement, quand vous êtes révisionniste, vous dites bon, bah, les chambres à gaz n'ont pas existé, il y a eu beaucoup de juifs qui sont morts, mais ils sont morts du fait de la guerre, surtout dans les dernières semaines, quand tout s'effondrait en Allemagne, mais il n'y a pas eu d'extermination systématique. Donc là, vous pouvez passer pour une ordure, mais vous passez pour quelqu'un qui conteste quelque chose. Alors que dire les chambres à gaz, c'est un détail, ils l'ont exploité de mauvaise foi, on est d'accord. Mais ils l'ont exploité en disant, voilà, bah oui, c'est l'homme, quand il sera au pouvoir, il pourra exterminer 6 millions de personnes, hein, ce sera un détail pour lui. Et là, vraiment, pendant ces 15 jours de la haine, on a vu cette rhétorique qui a été martelée encore et toujours. Et c'est là que je me suis dit, il y a vraiment eu une erreur. Il aurait fallu soit évacuer la question, dire, écoutez, je ne réponds pas. Je réponds pas. Qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'au fait, ça a commencé comme ça, en 1987, l'affaire du détail. On lui a demandé qu'est-ce que vous pensez des thèses de M. Faurisson et Roch. Roch, c'était à l'époque un révisionniste qui avait fait une thèse, qui avait fait scandale un an auparavant. Soit il devait dire, écoutez, je ne réponds pas à cette question parce que c'est un terrain miné par la loi, et je ne peux pas m'exprimer librement. Ce qu'avait fait Bardèche. C'est très possible. Passé, oui. Voilà, de dire, écoutez, ou alors de dire carrément, ah mais moi je trouve que les chambres à gaz ont existé puisque la loi oblige à le dire. Vous voyez, soit il fallait dire, c'est ce que j'ai écrit dans Rivarol, il fallait répondre, écoutez, moi je ne suis pas historien, mais j'en ai fait, je pense que c'est monsieur professeur Faurisson qui a raison. C'est une position très grave que j'ai en tant que chef de parti, et eh bien, je propose qu'on fasse un débat entre messieurs Faurisson et Roch et des historiens accrédités. Si le débat tourne à la confusion des révisionnistes, sachant que moi je pense qu'ils ont raison, ben je me retire de la vie politique. Mais si ça ne se tourne pas en leur défaveur, c'est que j'ai raison de les soutenir. Voilà, donc maintenant la balle est dans votre camp. Moi personnellement, j'aurais été Jean-Marie Le Pen, j'aurais sûrement pas pensé à répondre à ça dans le feu de l'action, dans le feu de l'émission,
Mais lorsqu'il a fait un communiqué le 18 septembre 1987, eh ben c'est ce que j'aurais dit. J'aurais dit voilà, moi j'appelle au débat, puis on verra bien. Bon. Mais le fait d'avoir reculé et puis d'avoir dit non mais c'est un détail, c'est une partie d'un tout, et ben voilà, il s'est forgé l'image de l'homme sans cœur, je dirais même du monstre, pour lesquels 6 millions d'hommes, de femmes, d'enfants poussés dans des chambres à gaz. Oh, c'est un détail. Alors qu'en réalité, quand on le connaissait, il était certes une personnalité impétueuse et impérieuse, qui pouvait avoir des colères, etc., mais qui avait bon fond finalement. Hein. Les gens, quand on le connaissait en profondeur, c'était pas quelqu'un de méchant. D'ailleurs, c'est si vrai que même les gens qui l'ont trahi, souvent, il les reprenait avec indulgence, il avait même des côtés bonasses. Donc, c'était pas du tout le monstre qu'on a imaginé, ça je peux vous l'assurer. C'est sûr qu'il pouvait intimider un petit peu quand on le connaissait comme ça, parce que c'était une force de la nature. On raconte que lorsqu'il était président de la Corporation de roi, un soir, sans doute un soir un peu arrosé, il avait réussi tout seul à dessouder un radiateur en fonte. Bon, donc c'est dire l'énergie indomptable. Et la force, je rappelle qu'à la naissance, il pesait 6 kilos, hein, c'est quand même rien, 6 kilos, hein, le 20 juin à 3h du matin, 2028, voilà, 1928, bon, voilà. Et donc, voilà, oui, bah, il faut quand même que les gens, voilà. Mais il y a longtemps, on n'est pas revenu, donc il faut quand même qu'il donne un peu de substance, bon. Mais moi, c'est vrai que, et là, je voudrais rebondir sur ce que disait notre ami Vincent, c'est que combien de fois j'ai vu dans mon enfance et ma jeunesse des gens qui étaient d'accord avec ce que disait Le Pen sur les dangers très graves auxquels était confrontée la France, sur le péril migratoire, le péril démographique, la décadence morale, l'effondrement des valeurs traditionnelles, etc., mais qui néanmoins ne votaient pas Le Pen parce qu'ils avaient peur. Peur à cause du halo de soufre qui est autour de lui, peur à cause des valeurs de la République dont on disait qu'il les détruirait, peur surtout à cause des chambres à gaz. Hein. Et ça me faisait penser à ce qu'avait dit Louis-Ferdinand Céline après avoir lu Le mensonge d'Ulysse de Paul Racinier dans une lettre à Albert Parras du 8 novembre 1950, évoquant, je cite, la magique chambre à gaz. Et l'auteur du Âge au bout de la nuit ajoutait, la chambre à gaz, ça c'était tout, ça permettait tout. Et j'ai dit, Frisson avait raison, Céline avait raison, sauf d'employer l'imparfait de l'indicatif qui, selon les grammairiens, est la marque d'un passé révolu. Parce que, plus que jamais aujourd'hui, la chambre à gaz permet tout, hein, d'anesthésier les peuples occidentaux, de génocider le peuple palestinien et de neutraliser les droites populistes et nationales. On le voit partout en Europe, hein, où ils se couchent tous, ils passent sous les fourches codines de Yad Vashem. Voilà. Donc voilà. Donc il est clair que c'est évident, mais cela étant dit, pour être tout à fait quand même complet et juste, la diabolisation de Le Pen a commencé avant, puisque je rappelle qu'en 86, Chirac n'a pas voulu qu'il y ait d'alliance ou ni même de dialogue entre ses députés RPR UDF et les députés du Front National. Donc il n'y a pas eu encore le détail, il n'y a pas eu du rapport crématoire, mais c'est parce que c'est paru dans Le Monde du 26 mars 86. Les dirigeants nationaux du RPR et du UDF s'étaient engagés auprès du Bnei Brit, une puissante organisation israélite, à de s'allier en aucun cas, je cite, au Front National. Et pourquoi Le Pen était diabolisé? C'est parce qu'il défendait la France. Il défendait les valeurs traditionnelles, il défendait l'immigration. Donc après, on s'est servi du détail pour le diaboliser encore plus, ça c'est évident. Hein, et c'est sûr que ça a détruit sa carrière de manière définitive, ça c'est évident après le détail. Mais avant même, il était déjà diabolisé. Hein. Moi je me rappelle très bien. Hein. Et c'est pas l'oublier. Et il a été diabolisé parce qu'il défendait la France contre la submersion et la subversion, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il a été diabolisé. Hein. On le diabolisait déjà avant fortement. Mais c'est sûr que le détail, ça a été inespéré pour ses adversaires. Voilà, c'est certain. Voilà, ça l'était encore plus. Après, aucune victoire n'était possible après le détail. Même si je pense que avant, elle n'aurait pas été de toute façon, parce qu'ils auraient, avec l'idéologie des droits de l'homme, de toute façon, ils auraient quand même réussi à entrer dans le cerveau des gens. Hein. Enfin, ils y étaient déjà. Ils y étaient déjà. Ils y étaient déjà. En 2002, 82, 18, mais même déjà avant. Je veux dire, SOS Racisme, c'est 84 hein, que ça commence. La diabolisation de Le Pen, donc bien avant le détail. Bien sûr. Le détail l'a considérablement renforcé, ça c'est certain. Bon, mais il faut bien avoir conscience que la chambre à gaz, ça permet de tuer les défenses immunitaires de notre peuple, de notre continent, de notre civilisation. Si nous sommes submergés, on va être remplacés, dépossédés, et si toutes les politiques anti-discrimination, entre guillemets, sont possibles, c'est parce qu'on dit on sait où amener la discrimination. Ça dépasse largement le problème juif. Le tribunal Nuremberg d'ailleurs. Voilà. Oui, non, parce qu'il faut bien que les gens comprennent, je l'ai souvent écrit dans Rivarol, mais là c'est très important de s'arrêter 5 minutes là-dessus, c'est qu'il faut bien comprendre que toutes les mesures qui serviraient à une forme de renaissance nationale, le redressement de notre pays dans tous les domaines, on ne peut pas à cause de ce spectre des chambres à gaz et de ce qui va autour. J'en ai juste quelques exemples. Entend-on par exemple simplement prendre des mesures de bon sens qui consisteraient à arrêter le courant de l'immigration, voire à l'inverser de manière graduelle, à durcir les conditions de naturalisation
l'immigration, parce que pour simplement être maître chez soi, ce qui implique aucune haine de qui que ce soit, mais c'est simplement une question de bon sens, de respect de l'ordre et de la loi, de ce qu'a été la France, de son être historique, de son substrat ethnique et civilisationnel, de son homogénéité corporelle, intellectuelle et corporelle et culturelle. Eh bien, on dit non. Parce que ça, c'est un discours fasciste, un discours dont on sait où il a mené dans les années 30, etc. Si on affolé de la natalité française, dont j'ai dit qu'elle était à 1,62, etc., on renouvelle même plus les générations, ce qui amène dans un premier temps un vieillissement de la population et à terme une diminution de la population, malgré le solde migratoire positif. Hein. Je lisais que l'Institut Montaigne disait que si la population française continue encore à légèrement augmenter, d'ailleurs de moins en moins, c'est pour les 9/10 grâce au solde migratoire, c'est-à-dire grâce aux immigrés. Enfin, quand je dis grâce, on va tous les guillemets nécessaires, mais en tout cas, ils disent même avec les immigrés, ça ne suffira plus maintenant, parce qu'il y a la génération des boomers qui arrive à l'âge du décès, il y en a de plus en plus, il y en a de plus en plus dans les années qui viennent, et comme les gens font de moins enfants, malgré l'immigration, ça va baisser, se stabilise dans un premier temps et baisser. Je rappelle qu'en 2024, il n'y a que 17 000 d'écart entre le nombre de bébés qui naissent et le nombre de décès. Hein. 663 000 contre 663 contre 679. Voilà, voilà. Donc c'est très très peu. Donc c'est rien du tout quoi, pour une population de 60 millions d'habitants. Donc voilà. Et donc tous les démographes disent, hein, c'est ce vers quoi on va. Bon. Donc si on veut prendre des mesures pour redresser la natalité française, défendre la famille traditionnelle, s'opposer à la théorie des genres, à toutes ces folies, le LGBTisme, le transsexualisme, l'homosexualisme, etc. On dit oulala, mais ça c'est Pétain. Et Pétain, il était complice d'un génocide. On ne pouvait pas faire ça. Voilà. Donc, faut bien comprendre que toutes les mesures de bon sens qui défendraient les positions, les valeurs, les principes traditionnels sont criminalisées aujourd'hui. Voilà. Si vous dites finalement il y a deux genres, un homme et une femme, il faut faire des enfants de manière naturelle et tout ça, on vous dit mais ça c'est homophobe, c'est 45 000 € d'amende en prison ferme. Si vous dites que c'est quand même affreux que dans les classes on encourage les enfants, les adolescents à changer de sexe, à se mutiler souvent de manière irréversible. Alors on est contre l'excision à juste titre, mais là on fait des mutilations qui sont aussi abominables quand on y réfléchit. Hein. Ah non, on peut pas, on est transphobe, un an de prison ferme, 45 000 € d'amende. Vous voyez, on en est. Et on a des situations où même les parents souvent même sont impuissants et parfois même laissent faire ça. Hein. Donc ça devient quand même effrayant. Luttons imaginer il y a encore 10 ou 20 ans ça. Et à mon avis c'est qu'un début, on va aller de plus en plus loin. Hein. Bon, donc vous voyez bien que c'est la chambre à gaz qui empêche ça. Alors certes, comme sur la chambre à gaz, ils pourraient l'empêcher, il y a les droits de l'homme, il y a la République depuis 200 ans, on est d'accord. Mais il est certain que pour eux, c'est une aide formidable. Ça renforce considérablement. Ça a été vraiment ce qui a tout cadenassé. Ça cadenasse, ça verrouille de manière consciente. Et dans les consciences, quoi. Vous pensez bien qu'ils ne dépenseraient pas tant d'argent à amener les enfants des écoles à Auschwitz, au Schruthof, au camp d'Émile, au mémorial de la Shoah, si c'était pas d'une importance capitale. Hein. On rentre dans le cerveau des gens, et ça marche. Hein. Vincent l'a expliqué dans son livre remarquable, voilà, en 2002, quoi, etc. Hein, où on regardait ensemble la télévision, le soir des élections, c'était d'ailleurs dans cet appartement, et le soir même, à 22h, et là c'est spontané, on peut même pas dire que c'était quelque chose qui était organisé. Ça prouve que c'était efficace, la mémoire, une lycéenne de 16-17 ans, qui n'a même pas pu voter, d'ailleurs elle n'était pas encore en âge de voter, mais qui dit c'est affreux, il y a eu un génocide il y a 50 ans ou 60 ans, et Le Pen, ou 70 ans, bon, et 60 ans, et Le Pen au deuxième tour. Voilà, je veux dire, c'est affreux, quoi. Et toute la thématique, ça a été là-dessus. Pas uniquement, mais en grande partie, ça a été là-dessus, quand même. Hein, je veux dire, pendant la quinzaine de la haine. Par conséquent, qu'on ne nous dise pas que c'est pas une question clé. Hein, et c'est pour ça que les gens qui essayent d'éviter, etc., bon, mais non, il n'y a rien à faire. C'est une question fondamentale et qui le demeure. Et vous pensez bien que, et c'est moi je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a aucune renaissance nationale possible tant qu'on aura cette épée de Damoclès autour de nous, au-dessus de nous. Tant qu'on aura ce spectre, enfin c'est évident, on le voit jour, et on va s'enfoncer même de plus en plus. Voilà, ça me paraît une évidence aveuglante. Les faits le démontrent de manière claire, et ça je pense que Le Pen l'avait compris. Mais c'est vrai qu'il n'a pas, même si je parle le petit caillou révisionniste, comme le petit poussé, bien sûr, c'est ça, il voulait desserrer les taux, en quelque sorte. Il voulait essayer de desserrer les taux et de faire comprendre ça. C'est pour ça qu'il appréciait notamment la lecture de Rivarol, qu'il appréciait les travaux de Frisson, tout ça. Mais évidemment, en tant qu'homme public, jouant à la carte électorale, vous savez, même la vieillarde qui le suivait, il y a peu de gens qui avaient compris le problème. Hein. Au bureau politique du Front National, à part Hugues Petit, à part 2-3 personnalités, bon, un peu Gollnisch, bon, et 3-4 personnes, c'est guère au-delà. Hein, oui, même ça, Roland s'en fiche un petit peu. Tout à fait.
Les gars, bon, elle serait restée par fidélité avec Le Pen, ce qui est tout à fait louable et respectable. Mais je veux dire, c'est tout, il n'a pas compris le problème. Hein. Moi, je peux vous assurer que, voilà, même Stirbois, quand on dit parfois maintenant fasciste, tout ça, c'est totalement faux, tout à fait hostile à tout ça. Je vous assurerai que. Moins que Duprat, oui, c'est sûr. Ah oui, non, mais Duprat, oui, mais. Duprat, oui. Mais il y en a eu très peu finalement. Quand vous regardez d'un point de vue historique dans tous les dirigeants du Front National, il y en a eu très peu qui avaient compris le problème hein, et qui avaient compris la centralité de cette question de la mémoire en Occident. Hein, et qui vraiment est là pour vraiment nous détruire l'ordre traditionnel, la famille traditionnelle, la morale traditionnelle, la nation historique, et faire revenir un nouvel homme, une nouvelle société, ce que Martin Peltier appelle à juste titre la révolution arc-en-ciel. On pourrait l'appeler la révolution cosmopolite, mais arc-en-ciel c'est bien parce qu'il y a à la fois le climat, l'écologisme, voilà. Oui, c'est un tout qui est cohérent. C'est un tout qui est cohérent. Voilà. C'est ça qu'il faut voir. Et c'est ça en fait qui est inquiétant, c'est que avec ce tabou sur l'histoire, on crée toute une société avec sa contre-morale, sa contre-religion d'ailleurs. Il y a une contre-religion, c'est celle de l'Holocauste, qui charrie de façon naturelle une contre-morale, qui est celle de l'antiracisme, et qui vient maintenant à l'antidiscrimination. Y compris dans des choses aussi fondamentales que le fait d'être un homme et une femme, voilà. etc. Ça va très très loin. Les conséquences touchent l'intimité la plus profonde de l'être humain. Donc il faut voir que c'est quelque chose qui n'est pas du tout anodin ou accessoire. C'est ça. C'est absolument central. C'est central parce qu'on dit à partir du moment où vous dites qu'un ordre naturel, ça rappelle le fascisme. Et le fascisme mène où on le sait. Et donc on refuse tout ordre naturel. C'est-à-dire que l'homme avec un grand H, n'a plus de nature. C'est vous qui décidez de la nature de l'homme, parce qu'il n'y a pas d'ordre naturel. C'est ça. Donc, l'homme et la femme, ce sont des constructions. Ce sont des constructions sociologiques. C'est parce qu'on donne une poupée à une fille et une voiture à un garçon. Mais en fait, donner une voiture à une fille et une poupée à un garçon, et ils seront complètement... Tout ça vient justement de... Il ne faut pas discriminer. Vous n'avez pas le droit de discriminer. Et c'est vraiment essentiel. Et c'est vrai que Jean-Marie Le Pen l'avait compris, parce que là c'est pareil, je raconte une petite anecdote que j'ai peut-être déjà racontée, mais quand j'ai écrit mon livre, donc il s'appelait, le titre était mal trouvé, Les raisons de l'échec électoral de Jean-Marie Le Pen et du Front National. C'est vrai qu'au deuxième tour, il avait été laminé par super menteur, par Jacques Chirac. Mais pour les gens du Front National, le fait qu'il soit arrivé au deuxième tour, c'était quand même un grand succès. Donc le titre du livre, ils ont dit qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas un échec. Les gens n'avaient pas compris. Mais bref, j'ai édité ce livre qui n'a pas connu un grand succès, justement. Mais je connaissais quelqu'un qui travaillait au Parlement européen à Bruxelles et qui un jour m'a dit, Jean-Marie Le Pen m'a montré ton livre. Il a dit, il a raison ce garçon. Donc Jean-Marie Le Pen avait parfaitement compris l'intérêt du révisionnisme historique, même si lui, il n'a semé que des petits cailloux, quoi. Voilà, donc c'est respectable, mais je pense qu'il aurait dû franchir le Rubicon en 1987, à une époque où il n'y avait pas de loi. Il n'y avait pas de loi, donc il n'y avait pas cette épée de Damoclès de la loi. Ils ont compris le danger, c'est pour ça qu'il y a eu la loi après. Ah, tout de suite, tout de suite. Et le montage de Carpentras a permis ça. Ouais. Alors d'ailleurs, oui, c'est pareil, on parlait de la prostate de M. Mitterrand. Je pense qu'un des grands montages des années 80 et 90, c'est Carpentras. Ça pue le mensonge de Ah mais moi je vais vous dire... Et l'anus apparemment aussi. Comment? Et l'anus aussi, ça tombe pas mal entre Fabius et tout ça. Et moi tout de suite, j'avais eu des forts doutes sur cette affaire, parce que c'est quand on m'a dit qu'ils avaient ouvert une tombe et retiré le cercueil. Et moi je m'étais dit... Je savais comment c'était fait l'intérieur d'une tombe, et je savais qu'au-dessus du cercueil, ils placent une dalle. Et sans des outils spéciaux, on ne peut pas enlever cette dalle. Et je m'étais dit, déjà, si c'est des skins, ils auraient dû faire beaucoup de bruit. J'évoluais au PNFE, donc je connaissais bien les skins. On aurait vu nous de l'EF dans les environs. Exactement. Ou alors le lendemain, dans les bistrots, ils s'en seraient gargarisés. Parce que souvent, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas avant, mais c'est après que la police arrive à voir. Et surtout, je m'étais dit, mais il aurait fallu déjà déplacer la pierre tombale, c'était pas évident. Mais surtout, après, il aurait fallu casser la dalle.
Mais ça aurait fait un bruit effroyable. Ou alors il aurait fallu un engin de levage. Mais on n'apporte pas en pleine nuit un engin de levage dans un cimetière. Je veux dire, donc, et moi tout de suite je m'étais dit, il y a des choses suspectes dans cette affaire. Il y a vraiment des choses très très suspectes. Et je pense quand même aujourd'hui que... Alors ça ne veut pas dire que ce ne serait pas des skins qui l'auraient fait. Je ne me prononce pas sur la question. Mais ce que je veux dire, c'est que, à mon avis, ça a été bien suscité cette affaire. Ça a été bien suscité. Voilà, bon, j'en ai jamais fait un cheval de bataille parce que je n'ai pas de preuves. Mais il n'empêche que ça a sidéré les gens. Ça a véritablement sidéré les gens, et lorsqu'il y a eu les débats sur la future loi Guesso, puisque je vous rappelle que Carpentras, c'est en mai, c'est dans la nuit du 9 au 10 mai, je crois, 1990, eh bien, après, il y a eu une sidération, et la loi antirévisionniste est passée... 2 mois après. 2 mois après. 2 mois après. Et la droite RPRDF, qui avait quand même voté contre, n'a pas osé saisir le Conseil constitutionnel de l'époque, oui, etc. Voilà. Oui. Tellement elle était tétanisée. C'était tétanisé. Moi, j'ai vu ce climat qui était... C'était vraiment un climat de terreur. Hein. Ah, c'était un climat de terreur. C'était déjà des débuts très inquiétants. Et depuis, les choses ne se sont pas arrangées, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est par crainte des Juifs comme dans l'Évangile, c'est ça on revient toujours à cela. Ben, Propre termetum iudeorum. Je veux dire, il y a une crainte, hein, il y a une crainte. Et vous savez que, à mon procès, c'était avant-hier, je pense, hein, avant-hier. Le 22 janvier, jour de la Saint-Vincent. Voilà, oui, c'était ma fête ce jour-là. Hein. Mais par contre, je ne faisais pas ce qui me plaisait. Bien que je n'ai rien renié et j'ai tenu droit. Je suis resté droit. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les Juifs, ils l'ont dit, hein, c'était l'OJE ou l'OJF, je ne sais pas, hein, l'Organisation Juive Européenne ou l'Observatoire Juif de France, je crois que c'était plutôt l'Observatoire Juif de France, qui ont dit, on organise des veilles permanentes sur les réseaux sociaux partout, des veilles permanentes. C'est vrai que c'est amusant de voir que l'Observatoire Juif de France, c'est une caméra qui est sur leur site. C'est une caméra. Alors, leur avocate a dit, oui, Renoir dit que nous sommes Big Brother, mais pas du tout. Nous organisons des veilles permanentes. Bah oui, je crois que c'est ce que fait Big Brother, non, mais je ne sais pas. Et alors, ils ont le culot après de dire, bon, eh ben Renoir, il faut le condamner, mais vous savez, hein, faire des veilles permanentes pour lui, ça nous coûte de l'argent. Hein. Donc on lui demande tant de milliers d'euros. Ils ont insisté sur le fait qu'ils étaient bénévoles. Oui, mais il faut quand même de l'argent. Je veux dire, il faut de l'argent. Ouais, moi, je trouve que c'était caricatural ce procès, mais bon. On peut en prêter un mot, on peut en prêter non d'ailleurs. Oui, avant la question. Sujet, oui, bon, on peut en parler puisqu'on a défloré un peu le sujet. Hein. Donc passons au procès. Que pouvez-vous nous dire de votre actualité alors directement? Bah donc, alors je suis passé en procès, hein, le 22. Alors au départ, il devait y avoir 3 affaires, et puis il y en a eu que 2. Il y en a une qui est renvoyée au 29 mai, si j'ai des bons souvenirs. 28 mai. Et j'ai été donc poursuivi pour, je crois, à peu près 8 vidéos, je pense. 7 dans une affaire, une dans l'autre. Alors tout y est, hein, là, contestation de crimes contre l'humanité, minoration de crimes de guerre et incitation à la haine. Là, c'était la complète, là. Et alors, moi, ça a été un procès d'abord. Je remercie toutes celles et ceux qui sont venus, parce qu'il y avait à peu près, peut-être entre 60 et 100 personnes. La 17e chambre était pleine, et à 95%, c'était des gens qui étaient révisionnistes. Hein. D'ailleurs, la présidente, il savait que ça allait être plein, il y avait des CRS, et puis la présidente, au début, on voyait, elle était terrorisée. Enfin, je veux dire, elle regardait tout ce monde-là, je voyais la peur dans ses yeux. Et puis, bon, elle devait le savoir qu'il y avait du monde, puis elle a bien dit qu'il fallait que ce soit calme, hein, mais les gens sont restés très calmes. Et puis, alors, bon, je ne vais pas le raconter, je ne vais pas tout raconter, mais ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, vous avez devant vous Darquet de Pellepoix 2.0. Alors, il faut savoir que Darquet de Pellepoix, ça a été sous Vichy, le commissaire aux questions juives, qui a été nommé, je crois que c'est le 6, enfin c'est début mai 42, le 6 mai 42, en remplacement de Xavier Vallat, que les Allemands trouvaient trop mou. Ouais, il est allé plus loin. Ouais, c'est ça. Alors en fait, Darquet de Pellepoix, avant la guerre, c'était le président du Rassemblement anti-juif. À l'époque, on pouvait, je veux dire, il déposait, il était élu d'ailleurs, hein, donc bon.
Et il a été donc nommé, il a été plus loin. Alors, finalement, après la guerre, il s'est réfugié en Espagne. Et puis, c'est lui qui, en 1979, quand il y a eu le début de l'affaire Florisson, a dit « À Auschwitz, on n'a gazé que des poux ». Et donc, l'avocat de l'OJE, Maître Bloch, a dit que, eh bien voilà, moi, j'étais comme Darkel Pellepoix, parce que j'avais fui en Angleterre, je suis donc antisémite. Il a même dit que je représentais l'antisémitisme chimiquement pur. Donc moi, vraiment, là, vous avez devant vous l'antisémite chimiquement pur, qui ne fait que ça, qui se lève le matin, qui dit ben, je hais les juifs, et qui mange, il hait les juifs, et je fais que ça, c'est mon obsession, je ne vis que pour ça. Alors pourquoi je hais les juifs, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que souvent ils nous disent mais vous êtes jaloux de notre réussite. Moi, j'ai fait maths sup maths spé à Saint-Louis, hein. J'ai passé un concours d'ingénieur, je me suis marié avec une femme très jolie, j'ai eu 8 enfants, tout ça, j'étais déjà révisionniste. Hein. Donc, je ne sais pas exactement ce que j'aurais pu rater dans ma vie. Si je n'avais pas été révisionniste, aujourd'hui, je pourrais être un ingénieur renommé. Non, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, mais bon, en tous les cas, voilà, je pense qu'à ça. Je pense qu'à ça. Et d'ailleurs, à un moment, la présidente m'a dit... Mais quand même, si vous êtes judéo-indifférent, pourquoi vous ne parlez que vous avez toute votre vie traité un sujet qui concerne les juifs? Alors je lui dis, d'abord c'est pas vrai, puisque ce que j'ai apporté, moi, ma pierre que j'ai apportée au monument révisionniste, c'est sur Oradour. Oradour, il n'y a pas de juifs. C'est un problème franco-allemand. Or j'ai travaillé pratiquement 20 ans sur Oradour. Hein, c'est là que j'ai vraiment fait 2 livres et que j'ai fait vraiment des recherches dans les archives, sur les lieux. J'ai apporté du nouveau. Et il n'y a pas de juifs dans cette affaire. Bon. Et puis je lui ai dit, moi, c'est pas l'histoire, on en revient au même point, c'est que les chambres à gaz sont utilisées contre notre continent, parce que moi je suis nationaliste, enfin je suis national-socialiste, donc je lui ai dit, c'est utilisé contre nous. Et voilà pourquoi je cherche à rétablir la vérité en histoire. Mais c'est pas parce que les juifs, peu importe les victimes, moi, dans cette affaire, ça pourrait être des Bretons, des Bulgares ou des Bantous. Ce serait la même chose. Ce seraient les mêmes méthodes d'enquête. Voilà. Donc, toujours est-il que, eh bien, l'avocat Maître Bloch a dit, Monsieur Renoir, c'est un antisémite chimiquement pur. Il a donc, ensuite, il a dit aussi qu'à Auschwitz, on n'a gazé que des poux. Et il a fui en Angleterre pour fuir la justice, comme Darkel Pellepoix avait fui en Espagne. Et il a quand même rajouté que j'ai fui en Angleterre par lâcheté. Parce que c'est vrai que Maître Bloch, c'est courageux ce qu'il fait quand même. Ah oui, lutter contre l'antisémitisme aujourd'hui, faut un sacré courage. Hein. Moi je trouve que c'est pratiquement être kamikaze. Hein. Moi, si j'étais M. Maître Bloch, je tremblerais. Et je pense qu'il doit trembler parce que c'est vraiment terrible. Alors que moi, non, moi j'aurais tout pour être tranquille, mais je suis un lâche. Je suis un lâche. Donc voilà. Alors ça, j'aime bien ces procès-là. Moi, je pense à la rigolade parce que c'est drôle, finalement. C'est drôle. Puis De Gaulle doit être un héros pour ça, il ne nous accorde jamais la moindre qualité, quoi. Ni la bonne foi, ni... Non. On peut même pas, ouais. C'est vrai, c'est un peu... non, chez eux, c'est en noir et blanc. Voilà. C'est en noir et blanc. Ouais. C'est en pro-juif et anti-juif. Vous croisez une vieille dame, vous dites même pas bonjour madame. Ah ben non, bien sûr que non. C'est manichéen. Voilà, Ah ben non, au contraire, et elle a de la chance si je ne lui pique pas son sac. Vous savez, comme dans la chanson de l'orchestre du Splendide. Quand je vois une vieille, je lui pique son sac. Bon ben c'est ça. Non, ils ne peuvent pas nous reconnaître une qualité. Et ça, c'est la grande différence d'ailleurs entre, j'estime, moi je parle pour moi, mais enfin je parle quand même pour des amis, on arrive à reconnaître certaines qualités à nos adversaires, même des grandes qualités. Moi il y a des adversaires, pour moi je dis c'est des héros. Je veux dire, après c'est pas mon combat, mais eux non. Non, on est vraiment tout noir. Tout noir. Et ça c'est extraordinaire. Et alors, par contre, ce qui est... J'avais dit, moi je ne me renierai pas devant le tribunal. Et je resterai droit et j'assumerai tout. Et à un moment, la présidente qui me dit, mais alors vous êtes révisionniste? Et je lui ai répondu oui, à 200%. Et je ne cherche aucune excuse, aucune miséricorde. Je prends mes responsabilités devant la loi. Et j'irai en prison s'il le faut. Et ça,
ça a été intéressant parce que quand le procureur a pris la parole, il a dit ben, on est quand même assez désemparé face à un Renoir. Parce qu'il assume tout, même son national-socialisme. La prison, ça ne lui déplaît pas. Alors qu'est-ce qui reste? Alors il a dit bon, il faut quand même le mettre en prison. Parce qu'il n'y a que là qui peut éviter de déverser sa haine. Parce qu'ils ont toujours ce mot-là, le mot haine. Vous voyez dans leurs yeux la haine, mais c'est nous qui l'avons. En fait, ce qu'ils ne voient pas, c'est que, en fait, ce sont des gens qui ont extrêmement peur. C'est la poutre dans l'œil. Ben oui, et en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, enfin, ils sont paralysés par leur peur. Pourquoi? Parce que, dans une vidéo, j'ai montré toute la littérature sioniste qui raconte l'histoire d'Israël. Eh bien, on apprend aux jeunes juifs, vous savez que depuis 3000 ans, on nous hait, le monde nous haït. On a vécu holocauste sur holocauste, pogrom sur pogrom, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les goïms nous haïssent. Et donc, on arrive, on forme des gens qui ont la peur, qui ont peur. Le monde, pour eux, les goïms les haïssent. Et donc, ces gens-là, quand on a peur, en général, on a une colère en soi. On a une colère contre ceux qu'on a peur. Mais ce que ces gens ne voient pas, c'est qu'en fait, le monde leur renvoie leur propre image. Parce que c'est ça, en fait. Si vous voyez le monde de façon positive, le monde vous renverra une image positive. Et vous serez... Je ne dis pas qu'on aime le monde, mais on n'en a pas peur. Mais ces gens-là, je parle de ces associations juives, qui sont toute la journée dans leur truc, là, qui font des veilles permanentes, pour voir le moindre graffiti, le moindre parole, etc., ils en viennent à baigner dans leur jus, et ils ont vraiment peur. Et donc ils ont une haine contre des gens comme moi. Je peux le comprendre, j'incarne tout ce qui haïsse, hein, je veux dire. Bon. Mais, et comme ils ont cette haine, le monde leur renvoie cette haine, ils ont l'impression de voir la haine partout. Et surtout, quand vous dites, mais moi, vous savez, moi je suis judéo indifférent, je m'en moque. Je ne crois pas au complot juif. Non, il porte un masque, c'est pas vrai. Il est antisémite. En fait, ces gens ils veulent des antisémites. Ils veulent, parce que, je pense, pour deux raisons. D'abord, pour les conforter. On a raison de mener ce combat parce qu'on est cerné d'antisémites. Et puis surtout, il y a une deuxième chose. Ils ne veulent pas pénétrer sur le problème, quand il s'agit d'histoire, des faits matériels. Ça, ils ne veulent pas. Parce qu'ils sont dans leurs croyances. Il y a eu un holocauste, il n'y a pas de débat là-dessus. Et donc, pour se persuader que l'autre ne peut pas avoir raison, ils doivent se persuader que l'autre agit pour des mauvaises raisons. C'est parce qu'il est antisémite. Et donc voilà pourquoi ils ont toujours besoin de voir, dans des gens comme nous, des antisémites. Pour dire, tout votre argumentaire, on n'en veut pas, on ne le lit pas. Vous êtes antisémite, donc vous mentez par antisémitisme. Et c'est pour ça qu'ils veulent des antisémites. C'est ça le truc. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'à un moment, la juge me dit, mais vous attendez quoi finalement? Ben, j'ai dit, madame, moi j'attends à ce que on aille à Auschwitz et qu'on regarde si sur le toit de la chambre à gaz, il y a 4 orifices pour déverser le Zyklon B. Et puis j'attends qu'on aille ensemble à Oradour, et puis qu'on m'explique comment le confessionnal, dans une église qui a brûlé pendant des heures, au point de réduire en cendres des dizaines de corps humains, comment un confessionnal n'a pas brûlé? Voilà ce que j'attends, moi. Et une avocate des parties civiles a répondu. Alors déjà, elle a dit, Renoir nous impose des détails sordides. Les trous, c'est des détails sordides. Ah, il y a un point de détail. Hein. Ah oui, il y a un point de détail, là. Hein, là, c'est bon, là. Les trous, c'est un point de détail. Ben, c'est quand même... Je veux dire, s'ils ont déversé le gaz par les trous, je pense pas que les trous soient un point de détail. Hein, mais enfin bon. Et puis après, elle nous dit, de toute façon, il y a une vérité juridique qui coupe court à tout débat. Judiciaire, merci César. Il y a une vérité judiciaire qui coupe court à tout débat. Et ils l'ont utilisé pour Oradour, avec le procès de Bordeaux en 1953, et
pour la Shoah avec le Nuremberg 45-46. Alors là, il y a des vérités judiciaires. Mais je crois qu'il y a un cas où, il y a pas, où la vérité judiciaire n'existe plus. C'est l'affaire Dreyfus. Ah, l'affaire Dreyfus. C'est pourtant un tribunal militaire aussi, en première instance, on appelle à l'unanimité qui avait condamné Dreyfus. Là, ça marche non, plus. Non, mais attendez, mais c'est pas la même chose. De même, ils disent finalement ce qu'ils appellent le négationnisme, c'est l'annihilation complète de la mémoire juive, des juifs, tout ça, etc. Mais qu'est-ce qu'ils font avec les Palestiniens? Il y avait l'annihilation totale, je veux dire, on supprime les cadastres, on détruit les terres, on vole les terres, on dit qu'ils n'existent pas, les Palestiniens ça n'existe pas, la nation n'a jamais existé, le peuple palestinien c'est une fiction, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Donc là encore, il faut les voir en miroir. Oui, mais c'est pas la même chose. On revient toujours au sketch des inconnus, des bons, des mauvais chasseurs. C'est ça, il y a le bon révisionnisme et le mauvais révisionnisme. Il y a la bonne vérité judiciaire et la mauvaise vérité judiciaire. Les bonnes bombes et les mauvaises bombes. Voilà, exactement. Tout dépend qui les lance et sur qui elles s'écrasent. C'est ça, tout dépend. Les bombes sont mauvaises en soi. Là, non. C'est des pacifistes. Tout dépend, tout dépend. C'est toujours la même chose en fait. Il y a toujours... C'est pas pareil. Moi, combien de fois j'ai entendu ça dans ma vie? Non, mais c'est pas pareil. Attendez, c'est pas pareil. Non, parce que nous, c'est pour le bien. C'est pour l'humanité. Enfin, l'humanité réduite à un peuple, quoi. Mais c'est pour l'humanité. Quand je vous écrivais Roll, c'était nitroglycérine. Étonnant, non? Non, mais là, on va encore se faire poursuivre, là. La question des catholiques. Coucou, l'OJE, on est là. Non, mais moi, je pensais à la rigolade, parce que de toute façon, fichu pour fichu, il vaut mieux y aller. Je m'excuse. Et donc les peines prévues, encourues... Alors, le procureur a démontré qu'on ne pouvait pas me mettre de la prison avec sursis. Donc c'est 18 mois ferme déjà pour ces 2 premiers dossiers. À purger en France Oh bah sûrement purger en France, oui. J'aurais préféré aller en Écosse. Mais enfin en France, moi j'étais déjà très bien. Partout où je suis passé, c'était très bien. Je veux dire... Vous allez faire de l'apostolat auprès des Maghrébins, peut-être? Non, en prison, personne s'y intéresse. Mais quand vous dites aux Maghrébins que vous êtes en prison à cause des associations juives... C'est une bonne publicité, là, oui, j'imagine. Ils ne vous en veulent pas du tout. Au contraire. Moi, je me rappelle, à Valencienne, il y avait un noir qui m'avait dit « Ah, mais t'es un peu un dieudo, toi ?» Oui, c'est ça. Ah ouais, c'est bon, ça. Donc, pas de problème. Ouais, c'était assez amusant. Et alors, on voulait parler également de l'absence de publicité concernant ce jugement, sachant que seule Marianne, la presse en a parlé. Seule Marianne en a parlé, puis il y a une vidéo sur Conspiracy Watch, d'ailleurs que je trouve bien, et je trouve que l'article de Marianne est pas mal, hein, je veux dire. Moi, a priori, j'ai rien contre les journalistes. Des fois, on dit... Non, moi, des fois, quand je commence à les lire, je commence toujours à les lire avec un bon a priori. Je dis peut-être qu'ils vont... Et bien là, je trouve que la vidéo de Conspiracy Watch n'est pas mauvaise. Bien sûr qu'elle est négative pour moi, mais elle n'est pas mauvaise. Et puis l'article de Marianne, moi non, ça va. Il y a la mention de l'hommage à Jean-Marie Le Pen. Oui, d'ailleurs, le journaliste dit bien qu'il y avait Jérôme Bourbon dans la salle. Alors ça, c'est... Je suis journaliste, c'est normal que j'assistasse à un procès. Oui, mais enfin, quand même. Oui. C'est la charité chrétienne. Oui, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, là. C'est jamais pareil, quoi. Voilà, on en est là. Donc oui, bon, attendez, de toute façon, il y a l'appel, il y a la cassation, voilà. Et puis, de toute façon, les partis civiles, donc, ont demandé, je sais pas combien en tout, peut-être dans les 20 000. Au 30 000, je crois. 20-30 000. J'ai même pas de compte en banque. Je l'ai dit à la juge. Mais moi, depuis que j'ai été extradé, je suis un mort-vivant social. Ni de carte vitale. Oui, c'est ça. J'ai pas de compte en banque, j'ai plus de papier d'identité, ils m'ont été saisis, et j'ai même pas de carte vitale. Donc je suis un mort-vivant social. Encore trop vivant pour eux. Vous êtes moins français qu'un migrant qui vient d'arriver, alors... Ah mais oui, parce que quand j'ai demandé est-ce que je peux avoir ma carte vitale, c'était tellement compliqué. Ah mais votre dossier il est à Saint-Lô, il faut revenir, il faut faire ci, il faut présenter des papiers. Oui mais j'ai pas de papiers. Ah non, on sait pas. Donc voilà, je crois qu'il vaudrait mieux que je parte en Afrique, je prenne la nationalité d'un pays là-bas, puis que je revienne. J'aurais sûrement plus de droits, hein. Ça serait peut-être mieux, mais bon, pour l'instant, non. Donc voilà où j'en suis, donc c'était l'Alali Drainoir. En fait, ils vous disent, en fait, oui, vous mentez parce que vous voulez vous débarrasser du génocide pour nous génocider à nouveau. C'est-à-dire qu'en fait, sur mon front, c'est marqué Holoferne. Hein, et puis, ils jugent des intentions à un niveau assez... bah oui, mais... C'est compliqué quand même de le savoir. Ah mais oui, non, mais eux... Même ça se soit, non, mais eux, ils sondent les reins et les cœurs. Il doit être là, je sais pas. Voilà, bon, enfin, on va pas s'étendre sur le sujet, mais
Je veux dire, c'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est vrai que globalement, vous savez, bon, moi je reste judéo indifférent. Je sais que les gens ne partagent pas mon opinion, mais quand même. Ils sont pas indifférents vis-à-vis de vous. Ah non, ils sont pas indifférents, et surtout, on dirait qu'ils font tout pour qu'on devienne antisémite, genre anti-juif. Je veux dire, quand on les regarde, on se dit, mais c'est pas possible, on pourrait perdre son sang-froid. Moi, ça va, je suis très zen. Et puis je prends ça à la rigolade. Dans ma vision du monde, je prends ça à la rigolade, mais je comprends qu'il y ait des gens qui perdent patience à des moments, devant une telle mauvaise foi. Je veux dire, vous donnez un mémoire en défense de 64 pages, ils n'y répondent pas. La seule réponse, c'est 64 pages indigestes. Ouais, mais réponds à mes arguments, maître Bloch, la répondez un peu. Puis vous voulez pas qu'on en débatte? Ah non, on ne débat pas. Non, on ne débat pas. Bon, bah, ok. Je suis Darky Pellepoix 2.0. Mais attendez, respect quand même. C'est pas mal. C'est quand même, là, Darky Pellepoix 2.0. À prendre comme une médaille. Et puis, l'antisémitisme chimiquement pur. Bon, là, je trouve que là, c'est quand même... moi, ça... Bon, enfin bref. Oui, parce que le judéo indifférent, c'est antisémite, justement. Vous leur donnez pas assez d'attention. Ah ben justement, en fait, j'ai été aussi poursuivi. L'incitation à la haine raciale, c'était une vidéo où un de mes spectateurs avait demandé... On a discuté avec des camarades et on pense qu'exterminer les juifs serait un mal nécessaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc moi, j'ai répondu que, en morale, il n'y a pas de mal nécessaire. On n'a pas le droit de dire « je fais mal, mais c'est nécessaire ». On n'a pas le droit. Et je lui ai dit surtout, 2, ça ne servira à rien d'exterminer les juifs, parce que les juifs sont les révélateurs de nos propres manques. Les gens connaissent ma vision des choses. Et donc, j'ai dit, mais ça n'incite pas à la haine. Ça n'incite pas à la haine du tout. Et ils ont répondu en face, théoriser sur un massacre de juifs, c'est pousser à l'acte. C'est-à-dire quand vous expliquez, ils extraient 40 secondes de la vidéo, d'une vidéo de 54 minutes, dans lesquelles vous expliquez que non, ça ne sert à rien de les exterminer, et vous dites, vous avez théorisé sur notre extermination possible, c'est pour passer à l'acte. Donc on est dans la folie pure. C'est-à-dire que, parce qu'il est évident que si j'avais dit, mais oui, chers téléspectateurs, vous avez raison, ils auraient pris le passage. On dit, bah regardez, Renoir a dit oui, mais ils n'ont pas trouvé ce passage, puisque je dis non. Alors ils prennent des petits trucs ici, et puis après ils disent, de toute façon, vous théorisez pendant 40 minutes sur la question. C'est abominable. Alors il y a eu tous les mots, ces propos sont épouvantables, ils fragilisent la société. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est toujours la contradiction. C'est-à-dire, d'un autre côté, on dit, mais vous n'êtes rien, vous représentez rien, vous êtes un raté, vous représentez que vous-même et quelques suiveurs. 100 personnes quand même, apparemment. Voilà, oui, mais alors après, devant le tribunal, c'est « Oh, mon Dieu, il fragilise la société. Vincent Renoir fragilise la société. » Quand j'étais au fin fond de l'Écosse, dans mon petit groupe de 4 baraques, je fragilisais la société française. Je crois que j'avais des armes de destruction massive. D'ailleurs, ils l'ont dit à un moment. Ils m'ont dit que le négationnisme était l'arme de destruction massive de la mémoire. Je veux dire, non mais il faut l'entendre. Ah, faut l'entendre. Ah oui, moi je liste, etc. Je veux dire, c'est pour plus tard. Il faut quand même plus tard tenir un compte rendu de tout ça. Mais encore une fois, de façon drôle. De façon drôle parce que finalement c'est drôle. C'est drôle. Je veux dire, même si après. De toute façon, si on prend pas ça à la rigolade et puis que l'on s'énerve vraiment, on va faire une sottise. Soit on va se pendre, soit on va faire sauter. On va se faire sauter au haut de la Tour Eiffel ou je sais pas. Enfin non, c'est pour ça qu'il faut rester zen en disant bon, ce n'est que notre passage sur Terre ici, c'est bon. On a fait notre devoir. On a fait notre devoir, on sera récompensé, du moins je l'espère. Mais après, ça c'est selon chacun. Mais voilà. Voilà où ça en est. Donc jugement le 19 mars. Je crois que c'est pas les accords. Les accords d'Évian, c'est sur le jour de Saint-Joseph, solennité de Saint-Joseph. Ah, oui. Oui, tout à fait. On me l'a dit ça aussi. C'est la solennité de Saint-Joseph. Donc ils ont fait le procès à la Saint-Vincent. Une messe avait été dite pour moi le matin même. Ah bah c'est louable. Voilà. Et ça, j'ai dit merci à la personne qui l'a demandé et j'ai dit je crois en l'efficacité de la prière, ça tout à fait, j'ai pu m'en apercevoir dans ma vie, donc il n'y a pas de problème. Oui, voilà. Troisième et dernier dossier sur un dossier. Assez rapide, comme vous le sentez déjà c'est long.
Bon, les gens seront contents de nous retrouver après. J'espère. Donc un dossier Trump, pour commencer par ses premiers décrets, donc lui qui est entré à la Maison Blanche. Oui, écoutez, moi je serais très prudent sur ce sujet parce qu'il vient d'être réélu après une éclipse de 4 ans, président des États-Unis d'Amérique, donc on verra bien ce qu'il fera. Il est vrai que la plupart de ces décrets vont dans le bon sens. Il sort les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, il les sort des accords sur le climat, les accords de Paris. Il a dit qu'avant, si vous voulez acheter des voitures autres que des voitures électriques, allez-y, ne vous gênez pas. Liberté d'expression, il y a un vent de liberté. Il a amnistié tous les émeutiers, d'ailleurs pacifiques, du Capitole du 6 janvier 2021. Je crois qu'il y avait 1500 personnes qui étaient quand même soit en prison, soit en procès, soit ennuyées par cette affaire. Donc, je crois aussi qu'il a amnistié des gens qui avaient manifesté contre l'avortement, qui avaient des soucis et tout ça. Donc, beaucoup de choses qui vont dans le bon sens. Il a aussi rétabli des militaires qui avaient été éliminés de l'armée parce qu'ils avaient refusé le vaccin du Covid, de se faire vacciner par le vaccin anti-Covid. Donc, tout ça, c'est des choses qui vont incontestablement dans le bon sens. Après, il y a évidemment les limites de Trump, c'est le sionisme. Il a pris un décret, je crois, pour amnistier la vingtaine de colons en Cisjordanie qui avaient massacré des Palestiniens, etc. Donc ça, c'est quand même un souci. Qu'est-ce qu'il va faire avec Netanyahou mais comme il est imprévisible, je reste prudent. Je ne sais pas ce qui va se passer. Bon, je ne crois pas qu'il faille compter sur lui non plus pour combattre le dogme de la Shoah. Ce serait très surprenant. Donc je pense que ça a quand même ses limites. Mais on va voir si ça peut amener quand même un certain nombre de liberté. C'est vrai que sur Twitter, par exemple, la parole est beaucoup plus libre qu'avant. Et on est tellement aujourd'hui dans la restriction de toutes les libertés, l'air manque à nos poumons, l'oxygène manque à nos poumons, que ça me semble aller, pour l'instant en tout cas, plutôt dans le bon sens. D'aucuns ont dit que Trump, à bien des égards, c'était le Pen américain. Il y a du vrai. Tout ça, ce sera nuancé, à préciser, etc. Comparaison n'est pas raison, mais il n'y a pas la culture de Le Pen, et Le Pen elle est quand même plus loin sur certaines questions, mais c'est vrai qu'il y a certains aspects, y compris sur la forme, qui sont ici non identiques, en tout cas proches. Et c'est vrai que le fait que Trump gagne quelques jours après la mort de Le Pen, symboliquement, ce n'est pas inintéressant. Mais moi, je reste très prudent, parce que dans notre camp, il y a deux positions. Il y a des gens qui sont vraiment à fond pour Trump, c'est la majorité, et d'autres qui, parce qu'il est quand même sioniste, parce que il est très engagé dans ce sens-là. L'anti-immigration de son premier mandat, n'a pas été vraiment très... Voilà, le premier bilan n'a pas été extraordinaire. Alors on va voir, peut-être que là, il sera quand même plus libre, puisque de toute façon, il n'est pas soumis à réélection, puisque je rappelle qu'aux États-Unis, on ne peut pas faire plus que 2 mandats. Par conséquent, on va voir, je reste très prudent. S'il dit des choses qui sont positives, on le dira. S'il fait des choses qui sont négatives, on le dira également. C'est-à-dire que nous sommes libres. Et d'ailleurs, moi, c'est pourquoi j'encourage vraiment la lecture de Riverol, parce que nous ne sommes infodés à aucune force, à aucune structure, à aucune nation, aucune organisation. Et par conséquent, nous sommes totalement libres dans nos positions, dans les interviews que les personnalités telles ou telles peuvent nous accorder, dans les analyses que nous pouvons faire. Il peut y avoir parfois des nuances d'un rédacteur à l'autre, mais c'est normal. Riverol a toujours été ça, et ça c'est aussi un carrefour. Il y a une richesse de points de vue, même s'il y a une ligne politique et une ligne éditoriale, évidemment. Mais moi je crois vraiment que, vous savez, je regardais dans les autres pays d'Europe, il n'y a pas l'équivalent. Le National Zeitung a disparu en 2019, le quotidien, le siècle d'Italie, qui était le quotidien du MSI, a disparu aussi il y a quelques années. Je crois qu'en Europe au moins, et peut-être même au-delà, je ne crois pas qu'il y ait d'équivalent dans le journal papier, à la fois en kiosque et sur abonnement, même si en kiosque on est en partie persécuté, mais on y est encore un petit peu quand même. Au moins chez les kiosquiers indépendants, les marchands de journaux indépendants, eh bien, je ne crois pas qu'il y ait d'équivalent. Donc profitez-en tant qu'on existe, parce que on est quand même, on est sur une ronde de procès, des contraintes administratives. On peut toujours un jour peut-être être interdit, je ne sais pas, tout est possible aujourd'hui. Quand on voit qu'ils ont interdit chez Vitas, que le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative, a validé, il faut voir les attendus, c'est des attendus qui sont effrayants, parce qu'ils étaient contre l'LGBTisme, qu'ils avaient des propos inacceptables sur les orientations sexuelles, l'identité de genre, comme ils disent aujourd'hui et tout ça. Donc, simplement défendre la morale traditionnelle, on peut être interdit aujourd'hui. Ce qui leur pose le problème, éventuellement, pour une école, une congrégation,
institution, une publication, une organisation. Enfin, c'est quand même effrayant. Là, ils ont inscrit dans le marbre, si j'ose dire, du Conseil d'État, quelque chose qui leur permet, d'un point de vue juridique, politique, administratif, d'interdire ce qu'ils veulent. Et je rappelle que quelques mois avant, la circulaire Darmanin avait également été validée par le même Conseil d'État qui interdisait de manière préventive, de même qu'il y a des guerres préventives, qui interdisait de manière préventive des manifestations dites d'extrême droite ou d'ultra-droite. Voilà. Donc tout ça est quand même très inquiétant. Alors c'est vrai qu'il y a parfois quelques bonnes nouvelles. Je vois par exemple Dieudonné a gagné dans le tribunal administratif à plusieurs reprises là, à Paris pour pouvoir faire des spectacles dans son bus, dans son diodobus, qui contient une soixantaine de personnes. Voilà. Donc ce sont des petites victoires qui sont très positives et qu'il faut saluer et qui sont évidemment rassérénantes, réconfortantes, mais en même temps, voilà. Et on voit très bien que c'est vrai que les États-Unis nous influent souvent négativement. Là, si ça pouvait être positivement avec Trump, ce serait bien. On va voir. On voit qu'il y a une lutte actuellement. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va être intéressant à observer, assez passionnant à observer. Mais en tout cas, pour l'instant, on est encore debout, on est libre et debout. Donc, moi, je vous encourage vraiment à vous abonner, parce que c'est quand même la situation, elle est quand même difficile. Aujourd'hui, puisque le fait d'avoir pris de l'agrément de la commission paritaire, on achète beaucoup de kiosques, on a des tarifs postaux beaucoup plus élevés, on a à la fois une baisse des recettes et une augmentation des dépenses, donc c'est compliqué. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ou si vous ne voulez pas vous abonner, à l'acheter en kiosque, vous le trouvez. Si vous ne trouvez pas, vous nous le demandez, on vous dira, vous pouvez le trouver près de votre domicile ou de votre travail. On a des abonnements réduits là jusqu'à fin février, début mars, profitez-en. On peut toujours s'arranger de toute façon, mais je crois vraiment que, vous savez, je pense que Rivarol, sans vouloir exagérer, mais c'est un peu comme la liberté ou la santé, c'est quand on l'a perdu qu'on s'apercevra à quel point ça manque. Et je crois vraiment que s'il devait disparaître pour une raison ou pour une autre, je crois que sa voix manquerait, parce que c'est une voix vraiment libre, et on ne trouvera pas l'équivalent. Et Internet ne remplace pas, même s'il y a des choses, c'est intéressant sur Internet, ça n'est pas la même chose. On n'a pas des articles approfondis, là par exemple, pour le prochain numéro, on va faire un compte rendu détaillé, approfondi du procès de Vincent. C'est plus difficile à faire sur Internet, parce que une lecture longue sur Internet, c'est plus fatigant, en général on lit des dépêches rapides, ou des tweets, des choses assez brèves, et donc ça n'est pas toujours possible si on veut analyser à fond un problème, une situation, etc. La presse papier de ce moment-là est irremplaçable. On peut revenir dessus, on peut tourner la page, revenir en arrière. Donc je crois que c'est très important de défendre, et c'est pourquoi il faut que ce soit un journal de qualité. Voilà, donc vraiment je vous encourage vraiment, puisque le mois de janvier c'est le mois des vœux et des résolutions, de vous abonner, d'abonner si vous le pouvez, d'autres de vous, ou même pour de courtes durées si vous n'avez pas les moyens de faire sur une longue durée, ou il y a même des prélèvements mensuels, enfin. Il y a tout sur notre site rivarol.com, ou sinon téléphonez-nous, écrivez-nous, on vous expliquera tout, ou par courrier électronique, enfin il n'y a aucun souci, mais aidez-nous, parce qu'il faut que ce miracle permanent dure. Si Dieu veut. Ce sera le mot de la fin. Bah oui, puis je vous souhaite encore à tous des vœux, et à très bientôt j'espère. À très bientôt. À très bientôt.